Que penser de l'excitant match-up annoncé entre Benoît Saint-Denis et Benail Dariush pour le Madison Square Garden en novembre? Alex Pereira va-t-il reprendre la ceinture des light heavyweight face à Magomed Ankalaev? Et Merab Dvalishvili va-t-il continuer son règne en bantamweight lors de l'UFC 320 à Las Vegas? Carlos Ulberg s'est-il offert un ticket pour une chance pour le titre des moins de 93 kilos lors de l'UFC Perf? Que retenir du PFL Europe à Nantes et de l'Hexagone MMA 35 à Toulouse? Bienvenue dans le 27e épisode d'Aldric Enerby. Aldric, on se retrouve pour ce 27e numéro d'Aldric Enerby. T'as les valises dans le couloir là. Ouais. Ça part au Canada juste dans quelques heures après l'enregistrement du podcast. Quand les gens seront en train de regarder l'émission, je serai en l'air. Exactement. Donc ils peuvent commenter ce qu'ils veulent. Tu pourras pas. T'auras pas accès. Peut-être, on verra. T'auras pas accès tout de suite. On prévient tout de suite d'ailleurs. On fera une deuxième partie d'Aldric Enerby jeudi à la place du Jab Culture, parce que là, notre temps est limité ce matin pour enregistrer avec tes obligations. Donc, pour notamment l'UFC 320, aller un peu plus loin au-delà de main comme main event. Ousmane, moi, il y en a pas mal qui ont dit que Ousmane Hughes, c'était pas. Tout l'event, il tenait là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de combats sympas à regarder. Ouais, donc, il y a Ramani qui a signé aussi avec le PFL. Non, il y a des trucs. Je pense que c'est bien de refaire une review un peu plus profonde des deux gros events jeudi. Let's go. Et le PFL à Dubaï, ce sera vendredi soir avec ce Hughes Nurmagomedov 2, combat très attendu parce que le premier était vraiment très très fun. On a un programme quand même chargé pour vous dans cet Aldric Enerby. D'abord les rappels, on s'abonne les gars, abonnez-vous, donnez de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. On continue de développer Jab Life avec Aldric. On va d'abord faire un petit point actu rapidement parce qu'on aura le temps d'y revenir sur ce combat-là et de le preview vraiment en détail, mais ça a été officialisé. BSD, Benoît Saint-Denis retourne dans la cage, ce sera le 15 novembre, UFC 322 au Madison Square Garden, qui connaît bien, c'est là où il avait éteint Matt Frevola, contre Benail Dariush, qui est numéro 9 des lightweight, des poids légers. Un combat cool pour Benoît. C'est une bonne occasion de rentrer dans le top 10, Aldric. Ouais, puis je pense que stylistiquement, c'était le meilleur match-up possible pour Benoît. Dans cette catégorie, mieux qu'Oliveira, je trouve, parce que Benail Dariush, c'est un grand danger au sol. On sait qu'il a été titré de façon mondiale au niveau du grappling et du jiu-jitsu. Néanmoins, je trouve que sur le striking, il y a un gap et il est plutôt sur des résultats plus négatifs que positifs sur ces dernières années. Ouais, il sort d'une victoire contre Renato Moicano, c'était en juin, donc c'est pour le clin d'œil aussi à ce qui s'était passé pour Benoît en 2024, je trouve ça cool. Avant ça, il y avait 2 défaites contre Tsarukyan et Oliveira, à chaque fois au TKO au round 1. On a l'impression que c'est ça quand même, il a moins de menton qu'avant, Benail. Avec les qualités de Benoît, ça peut se finir au round 1. Moi, je trouve qu'il boxe plus qu'avant, mais il encaisse moins. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un chemin de victoire. Et pareil, au sol, je trouve qu'il a plus un sol de position que de finalisation. Donc, globalement, après, ça reste un combat très dur. Hein. Ouais. T'es dans le top 10. Là, on parle de l'élite mondiale des lightweight. Mais ouais, au niveau stylistique, je pense que le match-up est intéressant. Et avant ces 2 défaites, Benail, il a aussi une décision unanime sur Mateusz Gamrot. J'ai quand même l'impression que Benail, si le combat dure plus, il est plus chiant que si tu vois, ces derniers temps, soit il se fait éteindre vite, soit il t'emmène dans des combats difficiles à gagner sur 3 rounds. Non, mais après, c'était le combat, regardez-le, contre Gamrot et tout, au niveau du sol, c'est magnifique. Hein. C'est un grand pugiliste. Après, reste plus dans un débat, en fait, de si tu veux le garder au sol. Si tu scores ton takedown et tu frappes, c'est un match différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, c'est un très gros sol, mais regardez le combat, Gamrot, il veut le garder, donc ça laisse place à des scrambles magnifiques, un peu comme le combat de Tsarukyan. Je pense que Benoît, il fera moins, il va gaspiller moins d'énergie. Il se relève, il le boxera, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça peut être un combat très embêtant pour Benail. En plus, je pense que tu vois, le Madison, ils se souviennent de son combat contre Frevola. Je pense qu'il va être bien accueilli, Benoît. Ouais, il va être bien accueilli à New York et on suivra ça, bien sûr. Il a climatisé l'entre des Knicks. En tout cas, voilà, cette info est un symbole, Aldric, que Jab Life, on sera plus dans le... On a toujours été comme ça, plus dans les thèmes de fond. On sera moins dans la course à l'info, parce que lundi dernier, on aurait pu vous le donner, ce combat-là, Aldric, parce que tu as eu possiblement une demande, et dernier petit point sur ce combat-là, pour que Axel Sola soit le sparring de Benoît pour ce combat. Tu peux nous en dire un petit peu? Moi, comme je l'ai dit sur Insta, là, quand je faisais les questions-réponses, avec les autres coachs français qui sont à l'UFC, on est en excellent rapport, on s'entraide. Et pour moi, par exemple, que Virgile puisse s'entraîner avec Nassourdine, ce serait magnifique. Et je l'ai déjà dit à Nico depuis plus d'1 an. Et là, Nico, par rapport à ce match-up, m'a demandé les dispos d'Axel. Donc, on sait qu'il est en train de soigner sa petite blessure à la main. On va essayer quand même de faire une semaine, 10 jours pour que Axel puisse participer au camp de Benoît. Ouais, c'est cool aussi sur cette symbolique des coachs français qui s'entraident pour aller conquérir l'UFC. C'est important. On passe à l'UFC 320, Aldric. Le gros morceau de cette semaine, c'est samedi soir, enfin dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, T-Mobile Arena de Las Vegas.
Magomed Ankalaev, le champion des lightweight des moins de 93, qui remet sa couronne en jeu contre Alex Pereira, l'ancien champion. On se rappelle de leur premier combat, c'était en mars. Donc la revanche est immédiate. D'abord, un petit mot sur ce premier combat, parce que je l'ai revu quand même pour préparer cette émission. On rappelle, il y a 2 juges qui ont 48-47 pour Ankalaev. Il lui donne à Pereira le premier et le dernier. Et il y en a un qui a 49-46 parce qu'il donne le dernier quand même à Ankalaev. J'ai été voir sur MMA Décision. Déjà, au niveau média, c'est quasiment 50-50 entre les médias qui ont donné Pereira. J'ai vu qu'il y a pas mal de mémas. Et je sais pas si tu as vu le public. Le public, à 55%, donne Pereira. Et donne notamment le round 3 à Pereira. Qu'est-ce que t'en penses après avoir revu ce combat? Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de contrôle. Ça revient un peu à nos derniers épisodes, notamment de Jab Culture. Il y a pas mal de contrôle stérile aussi dans Ankalaev, sur ces phases de contrôle. Quand j'ai regardé les datas, j'ai dit, ah ouais, dans mes souvenirs, c'était pas aussi serré que ça. Donc j'ai regardé le combat de façon vraiment neutre et objective. Je vois pas Pereira gagner quand même. Non, moi non pas assez, il faut arrêter. Oui, il y a beaucoup de phases un petit peu de contrôle où il se passe rien, notamment en cage control. Non, il gagne pas le combat à Pereira, il faut arrêter. Non, mais je suis d'accord. En fait, sur le 3, c'est celui qui fait basculer pour le public. Je trouve quand même, et on l'avait dit aussi la semaine dernière, il est dominé en striking, Pereira. Il est dominé sur son point fort. Il n'y a pas de gros dégâts. Non, voilà. Il n'y a pas d'action éclatante. Tu vois, je reprends un peu les termes qu'on avait utilisés sur le Jab Culture quand on réanalysait Francis contre Cyril. Il n'y a pas de truc exceptionnel. Ça pop pas comme un. Tu vois, non. Mais il gagne pas ce combat et c'est pas fou. Et j'étais déçu, en fait. Pour moi, dans mes souvenirs, il était mieux que ça, le combat, tu vois. Ouais, non, moi, je te l'avais dit quand on en a parlé. Pour le match-up, je suis pas hyper excité de la revanche parce que le premier est pas super fun. Non, mais tu vois, dans ma mémoire, vu que c'était une surprise de fou, j'avais rangé ça dans un combat excitant. Ce qui n'est absolument pas le cas à quelques moments près. C'est la surprise, en fait, qui te donne le... Ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est ça que tu te rends compte que des fois, la mémoire, elle range les choses dans des dossiers, mais c'est plus par rapport à l'effet de surprise, tu vois. Après, il faut voir avec un Pereira qui s'est entraîné sérieusement, qui mettra quand même une marche avant constante. Est-ce qu'Ankalaev va rester sur ce game plan? Est-ce qu'il va utiliser la lutte? Est-ce qu'il va se faire toucher? Je suis quand même excité de pouvoir regarder ce combat aux bons horaires en plus, parce que moi, je serais bien sur les horaires ce coup-ci, je ne vais pas veiller. Mais plus sérieusement, non, il ne gagne pas ce combat. On arrête les idées reçues de le champion doit en faire plus, on doit en faire moins. Non, on arrête. Il ne gagne pas ce combat. Non, il prend le 1 et le 5, pour moi. C'est du 48-47. Mais même le 5, il est léger quand même. Il est très léger. Je le vois le prendre, mais c'est le 1, oui. C'est très, très léger. Et en fait, d'ailleurs, on va rentrer dans cette analyse-là, mais il faut qu'il reproduise le 1. Pereira. Il faut le gaz aussi pour produire le 1. Alors, des petits points là-dessus. Il a dit, je ne sais pas si tu as vu passer ces derniers jours, qu'il était à 40% physiquement dans ce combat. Alors déjà, comment tu sais si tu es à 40, à 30, enfin voilà. Ça, c'est une grande phrase, entre guillemets. Mais tu avais rappelé, tu en as parlé souvent quand même, sa façon de se préparer, qui était pas catastrophique, mais presque, parce qu'il a enchaîné les voyages dans le monde entier pour faire... Il était un peu un homme sandwich pour l'UFC, parce qu'il profitait aussi de sa notoriété. Bien sûr, ta célèbre anecdote dans la limousine avec les stripteaseuses. Tu étais avec Manon, on le répète, pas de problème, à Las Vegas. Il semble quand même vachement plus déterminé et concentré. Ouais. La place d'un fighter, c'est... Alors, pour revenir sur ton histoire de limousine, la place d'un fighter, c'est pas dans une limousine à 3h du matin, tu vois. Donc, il doit se préparer, il doit être en shape. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. Après, tu sais, le mec, il est arrivé tard sur le business. Des semaines pour un garçon de ce niveau-là, c'est des semaines à 50K. Donc, bien sûr qu'il a dit oui à toutes les sollicitations possibles parce que son but, je pense que c'est de mettre les siens à l'abri. Mais sauf que, en fait, tu perds plus que ce que tu gagnes si tu rates. C'est-à-dire que si tu enchaînes toutes ces sollicitations mais que tu restes champion, c'est bonus. Mais si tu enchaînes ces sollicitations-là à 50K la semaine, mais que derrière tu perds le Graal, la ceinture, et tu te rends compte que tous tes privilèges sautent, parce que crois-moi, il n'a pas eu beaucoup d'appels là depuis qu'il a plus la ceinture. Il s'est rendu compte que le sportif primait quand même sur l'extra-sportif. Mais tu as raison, il fallait qu'il en profite. On sait qu'il vient du kickboxing et du Glory notamment, et où tu prends pas les mêmes salaires, Aldric. Non, loin de là. Il est arrivé sur le tard, c'est devenu une star sur le tard. Je pense qu'il a fait des combats au Glory pour les sommes qu'on le paye pour être juste en guest une semaine. Complet. Donc t'en profites, tu sais. Et en plus, il a une marge, il a une fenêtre limitée en fait, puisqu'il est pas à 40 ans, mais il en est pas loin. Il a quoi, 37, je crois là. 37 ou 38, quelque chose comme ça. Donc en effet, tu peux pas lui en vouloir d'avoir profité de ça. Attention, il prenait quand même son coach pour les pattes d'ours, mais c'est pas ça un camp, Alex. On fait pas un camp comme ça. Un camp, c'est se mettre dans le dur. Un camp, c'est avoir des sparring. Un camp, c'est avoir une synergie autour d'une équipe. Et là, je pense qu'il a eu un camp. Donc, j'ai envie de voir. Et si tu veux profiter de cette fenêtre pour ramasser le plus possible jusqu'à sa retraite, il faut que tu sois champion. Il faut que tu aies cette ceinture UFC, il faut que tu aies cet éventail d'opportunités aussi. On en a déjà parlé, d'un Chimaev qui montait lui-même en lourd pour un Aspinal. Mais il y a encore de jolies choses à faire. Beaucoup de belles choses, mais il faut la récupérer. Voilà, il faut remporter ce Est-ce qu'il est capable
Ça, on saura samedi. C'est quoi les ajustements là? On disait, faut reproduire un peu Je suis assez d'accord, le 1. Du cadrage, ouais. du rythme, du volume, parce que dans les derniers rounds, il met aussi peu de volume. Alors, c'est parce qu'aussi, il se fait bien contrôler par Ankalaev. Mais il faut faire du Pereira, en vrai. Il faut faire du Pereira qui est bien préparé. C'est ça. Et puis, le bail, c'est pas forcément de mettre énormément de volume. On sait très bien que Pereira, c'est pas Merab. Mais si tu mets des feintes, du cadrage dynamique, déjà, ça fait reculer Ankalaev et c'est pas le même combat. Non, pas forcément beaucoup, mais plus de volume qu'il en a. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Il y a un point quand même sur cette prépa de combat, par contre, qui m'interroge. Mais t'as vu, il est quand même beaucoup en mode trash talk. On a vu on l'a surtout jamais vu faire ça. Voilà, la vidéo où il y a l'altercation avec Ankalaev. D'ailleurs, il lui montre c'est extraordinaire. Il lui montre la traduction de ce qu'il lui dit. Le trash talk, et il lui met sur son portable la traduction. C'est génial. Mais il est un peu sur les nerfs. Il sait que c'est un truc qu'il faut pas louper. T'as cette impression-là, ou c'est juste qu'il tente un truc pour rentrer un peu dans la tête d'Ankalaev? Non, moi je pense qu'il vend le combat. Moi je pense qu'il vend le combat parce que on lui a demandé de le faire. Ouais. Voilà mon avis simple et propre. Je pense pas que ce soit un trash talker, Pereira. Je pense qu'il vend le combat, tout simplement. Notre Ankalaev, on l'a dit, sur le premier combat, il domine en fait les phases de striking. Il domine le striker à son propre jeu. On l'avait dit aussi, il y avait des fausses idées sur Ankalaev, comme quoi c'était un mec qui allait l'amener au sol. C'est pas son jeu. Son jeu, c'est beaucoup debout. Comment, s'il a un Pereira mieux préparé et qui cadre mieux, comme on a dit, qui reproduit un peu plus le premier round, qu'est-ce qu'il doit lui adapter en Attends, parce que justement, moi j'ai affiné un peu. J'étais en train d'ouvrir la page pendant que tu parlais. On reprend le truc maintenant, version data, version UFC Fight Stat. Et sur les 2 premiers rounds, je suis pas très loin des chiffres, donc on peut en parler. Sur le premier round, on a un Pereira qui envoie 34 frappes, 16 effectifs, ça touche. Donc voilà pourquoi il le gagne. C'est intéressant. Ankalaev subit. Je ne sais pas si c'est des réajustements techniques du coin ou de l'athlète, parce que je ne comprends pas le russe, ni le tchétchène. Mais deuxième round, en fait, Pereira, il essaye de maintenir ce rythme. Si tu regardes le nombre de frappes envoyées, on reste sur une moyenne exactement identique de 36 sur le global et de 18 qui touchent, alors que c'était 16 au premier. Donc en fait, Pereira, lui, il maintient. Le problème, c'est que Ankalaev, il met la seconde. Et il balance beaucoup plus. Ouais. Il balance 50 et il touche 30. C'est lui qui passe de vitesse. Exactement. Ouais. Et Pereira n'arrive pas à suivre. Normalement, il doit être capable d'augmenter ce volume et lui, il reste là. Et après, il se fait écraser sur le volume. On passe à 40 frappes envoyées pour Ankalaev au troisième et il n'y en a plus que 34 pour Pereira. Et tu vois, et après, ça redescend. Et en fait, moi, je pense que le gros du combat, c'est ça. C'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, Ankalaev, il met la seconde. Est-ce que Pereira, il est capable de suivre? Et dans ce cas-là, je pense qu'il est meilleur. Un pied-point. Et s'il était vraiment à 40%, peut-être que là, il va être capable de suivre. Ouais. S'il suit le rythme, c'est Pereira qui gagne. Parce qu'en striking, je pense que globalement, il est meilleur. Ankalaev est juste capable de produire plus. Ouais, s'ils sont au même niveau d'intensité physique, exactement, il est meilleur que lui. Je suis assez d'accord quand même. Ça reste s'ils envoient le même nombre de frappes aussi, tu vois. Mais s'il se fait déborder, il se fait noyer. En fait, ces chiffres-là, ils sont intéressants parce qu'en fait, tu vois, 1, c'est Ankalaev qui absorbe. 2, 3, 4, il augmente le volume, Pereira ne suit pas. 5 discutables. 5, je dis discutable parce que pour moi, Ankalaev met 20 frappes. Alors moi, j'en trouve 18. L'UFC Fight Stat 20. Et en fait, pour l'UFC Fight Stat, c'est un 20-14 pour Ankalaev. Après, je te rejoins quand même parce que les frappes, elles sont quand même plus impactantes de Pereira. Donc ça se discute. Tu vois, sur le 5e, je parle là. Oui. C'est pour ça que je lui donne le 5e. Ouais, elles sont un peu plus impactantes. Là, oui, c'est un peu plus impactant. On voit au moins, même si ça fait pas de gros dégâts au niveau physiologique, on voit quand même de mauvaises intentions, tu vois, sur le 5e. Mais je pense qu'il sait qu'il est en retard. Ouais. Mais il s'est fait noyer. Pour le 2-3-4, il se fait noyer en volume. Sa chance au 5, c'est de finir. Donc tu vas mettre un peu plus d'impact pour essayer de finir ce combat-là. Donc je pense vraiment que c'est une question. Là, c'est une question de cardio. C'est une question de cardio, c'est une question de rythme. S'il est capable de suivre Ankalaev, je le vois gagner. Après, en plus, lui, il a le joker. C'est-à-dire que t'imagines, en fait, tu peux faire un double. C'est bien d'avoir quand même un mec qui éteint. Cela étant, dans ces catégories-là, il y en a beaucoup qui éteignent quand même. Parce que c'est du poids, c'est des hommes de. On l'a vu ce week-end, on va en parler. 104, 105 kilos le jour du combat. Mais en fait, tu as un double de game plan. C'est-à-dire que soit tu arrives à le suivre sur le volume et tu gagnes, soit tu l'éteins parce que tu le touches plus, mais il faut quand même, dans tous les cas, plus le toucher pour l'éteindre. Et on sait qu'il a le knockout power, Pereira. Il peut t'éteindre comme ça. Ankalaev, on le dit aussi parce qu'on a donné le côté Poatan qui dit qu'il était à 40%. Ankalaev, il faut rappeler qu'on était aussi autour du Ramadan. Il est possible qu'il soit aussi meilleur sur ce plan-là pour la revanche. Mais il peut pas toucher terre. Hein. Il y a vraiment un scénario où Poatan, il touche pas terre. Hein. Ouais. Compliqué sur ça. C'est ça qui rend ce combat excitant. Oui, je suis d'accord. La revanche, moi, m'excite. Tu vois, on a dit, finalement, quand tu revois le combat, il est pas hyper fun. Par contre, la revanche m'excite beaucoup sur ça.
Est-ce qu'on va voir les mêmes? Est-ce qu'on va voir des versions très améliorées? Qui va s'adapter? Est-ce que tu vois, si Pereira s'adapte bien, est-ce qu'Ankalaev a lui aussi d'autres armes dans son jeu? Est-ce qu'il va lutter? Est-ce qu'il va lutter? Exactement. Est-ce qu'il va lutter? Et parce qu'il est capable, il l'a montré, de lutter et de mettre assez de frappes pour prendre les rounds. Donc, quel va être le plan des deux? Est-ce que Ankalaev va y avoir aussi un abus de confiance? Parce que tu as dominé le striker en striking, donc tu te dis pourquoi je changerais? Ouais. Il peut se faire éteindre. Il y a beaucoup d'inconnus. C'est ça qui rend ce combat excitant, mais je veux dire, le facteur X, c'est quand même la forme de Pereira. C'est vraiment important, ça. Et si tu revois le même Pereira contre Izzy, qui avançait et qui mettait beaucoup de volume, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui peut se passer. Après, moi, je le trouve aussi très léger en lutte. Donc, s'il fait que avancer, ça peut aussi mal se passer là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Ouais, en fait, tu peux avoir un même scénario. C'est-à-dire que le premier, Pereira le domine parce que tu vois qu'il est là, et Ankalaev s'adapte, le lutte, et prend ses rounds, prend 2, 3, 4. C'est important ce que tu dis, parce que moi, je veux vraiment de l'adaptation, là. Tu vois, sur le premier, il perd, il se rend compte, il prend le setup en main, et derrière, il réajuste, et ça peut se passer aussi samedi. Hein. Ah ouais. Il est tout sauf bête, Ankalaev, vraiment. J'ai entendu sur des podcasts américains qu'il avait un faible fight IQ, totalement faux. C'est tout l'inverse. Je suis d'accord avec toi. C'est tout l'inverse. Et il peut aussi, t'as raison, parce que s'il est au niveau physiquement, il peut aussi le dominer en striking, en vrai. Est-ce qu'il est... En fait, il peut. La base, je ne vais pas faire mon scientifique, moi je suis plus un homme de terrain que de science, mais la base, c'est quand même la capacité à produire. Est-ce qu'il est capable, est-ce que Pereira, il est capable de produire autant que Ankalaev? Oui, non. Si c'est non, bah, sa seule chance, c'est de mettre KO. Donc il faut mettre une pièce, hein, un peu comme on dit, et espérer. S'il est capable de produire autant qu'ils ont les mêmes capacités VO2 max, enfin ce genre de choses, là, c'est un autre débat. Et ça, malheureusement, à moins d'être dans le camp d'un des deux, tu ne peux pas le savoir. Il y avait des débats, je ne sais pas si tu as vu passer, mais je trouvais ça assez bizarre. Il y a eu des débats sur le fait que, est-ce que quand ils étaient contre la cage et qu'Ankalaev faisait du contrôle, mais avec quelques frappes, mais sans grand-chose, est-ce qu'on doit les séparer? C'est Demetrius Johnson, j'ai vu dans son podcast, qui dit pas du tout, parce que ça travaille, Alex. Bah oui, moi je suis d'accord. Ça met des stompes sur les pieds, ça met des coups de genou, ça travaille. Je comprenais pas le débat. On fait du MMA quand même, sinon elle est fait en anglaise. Complet, exact. Je comprenais pas le débat, donc voilà, déjà on est d'accord. Ankalaev, le côté... Juste un détail là-dessus, je pense que c'est important, et même pour les gens qui nous écoutent. Défendre le cage control, c'est en ne pas tomber, ce qu'on appelle une défense basique, passive presque, tu vois, c'est le fait de ne pas tomber, de laisser la position là. Et après, j'aime bien ce terme de proactif. La défense proactive, c'est de dire, OK, je ne suis pas tombé, maintenant je sors de la position. Si tu es juste capable de ne pas tomber et que tu ne sors pas de la position, le mec il reste, hein, il score ses coups de genou. On fait quand même du MMA. La cage, elle a été faite pour ça à la base. Donc c'est à toi de t'en sortir, il ne faut pas demander à l'arbitre de t'aider. Hein. Je voulais ouvrir une question sur qui joue le plus gros sur ce combat-là, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Je réponds direct, Pereira. Pour moi, sa carrière, elle est morte là. Il est obligé. S'il repère là, soit il monte en lourd et ça va mettre du temps pour qu'il enclenche, soit en tout cas, je pense que 2 d'affilée contre le même mec, la supériorité, elle est claire. Il perd ses opportunités en 93, je suis d'accord. Ouais. Par contre, moi j'allais dans l'autre sens, parce que je pense que c'est un mec qui peut monter tout de suite en lourd. Et c'est Alex Pereira. C'est-à-dire qu'ils vont pas lui donner le 15e ou quoi. Mais sauf qu'Alex, c'est un piège, parce qu'en lourd, le top 15, il en matera qu'une partie, mais en top 5, avec son poids, moi, je suis pas sûr. Hein. Non, mais il peut rapidement être dans le top 5, donc avoir des opportunités de gros combats. C'est ça. Moi, ça va lui mettre 1 an ou 2. Moi, là où je dis qu'Ankalaev joue gros, c'est qu'Ankalaev, on sait qu'on va pas se mentir. L'UFC, il rêve que d'un truc, c'est que Pereira reprenne la ceinture pour le côté star. Ouais, bien sûr. C'est un des champions les moins charismatiques, et c'est pas un reproche, il est comme ça, c'est sa nature. Tu le vois pas dans plein de médias, il fait pas le show, tu vois, en tant que champion. Je sais pas si t'as entendu Dean Thomas, qui est quand même une des voix de l'UFC, c'est un combattant. Très proche de Dana, Dean Thomas. Ouais, et qui a dit dans un podcast, ça paraît fou, que l'UFC devrait échanger Ankalaev contre Dakota Ditcheva. Parce que Ditcheva aurait un bien plus grand star power pour l'UFC que peut l'avoir Ankalaev. Quand c'est Dean Thomas, aussi proche de Dana, comme tu dis, qu'il dit, moi je dis qu'il joue gros Ankalaev, parce que je suis pas sûr que tu aies une opportunité très vite si tu perds ta ceinture là. Tu vois la façon dont je le prends. Ankalaev, s'il perd là, mais ils vont le remettre en gatekeeper, tu vois. Ouais, tu vois, ça mettra très longtemps avant d'avoir ton opportunité. Sauf si c'est serré. On sait qu'il est pas apprécié. Tu vois, comme il y a des combattants, et je peux mettre aussi Evloev, même si on a dit la dernière fois que Evloev, c'est pas que sa nationalité, c'est aussi le nombre de pull-out qu'il a fait. Mais clairement, j'aime bien ta phrase qu'avait repris Justine sur le côté business autour du sport, tu vois, mais c'est la vérité. Il y a aussi une case broadcast, une case vendeur,
Et ça, c'est clair que certains, pas tous, mais certains combattants russophones ne l'ont pas. Ils cochent pas la bonne case. T'es l'UFC, pour les débuts du contrat avec Paramount, t'as 7 milliards, tu préfères avoir Alex Pereira ou Ankalaev? Surtout quand tu vois le Brésil, qui reste quand même un pays de passionnés. Tu vois, c'est toute cette Amérique du Sud, ils n'ont pas des moyens colossaux, mais ils sont passionnés par le sport. Donc, bien évidemment, il vaut mieux avoir un champion de cette nationalité. En fait, tu vois, dans le sens, je dis Ankalaev joue gros, dans le sens où si tu veux continuer à avoir des gros combats et ces opportunités, il faut que tu sois champion. Quand tu es Ankalaev, il faut que tu aies la ceinture, parce que quand tu as la ceinture, tu es incontournable. On peut pas zapper le champion. Donc, après, tu as raison, les deux jouent gros, mais moi, je voulais te dire juste du côté Pereira, le run, il est fini à 93 si tu repères. Tu vois, c'est juste terminé. Alors qu'Ankalaev, quoi qu'il arrive, bon, ben voilà, il restera à 93. Je pense qu'il va monter en l'air tout le monde quasiment, à part Pereira s'il perd. Donc sa vie, elle changera pas énormément finalement. Question digression, mais si je te mets à la place de Dean Thomas, mais t'es l'UFC, t'as la possibilité de faire ça. T'échanges Ankalaev contre Ditcheva? Je pense que Ditcheva a un énorme potentiel puisqu'elle reste très jeune en plus, tu vois. Maintenant, ils l'ont déjà fait il y a quelques années avec Lowan. Est-ce qu'ils avaient fait à Askren DJ? Ben Askren, c'était plutôt bien, mais Mighty Mouse, c'était quand même un sacré scandale. Moi, ça m'avait profondément choqué. Après, je comprends que la KT voulait la farmer à 57, parce que si, parce que là, mais... Ouais, je suis d'accord. C'était un trade très bizarre. Et ils ont eu de la chance que Ben Askren permette de fabriquer Jorge Masvidal. Pas de le fabriquer, mais d'en faire une méga star, tu vois, avec ce il arrivait un peu tard, parce que pareil, Ben Askren, il est tombé dans les oubliettes, et là, j'espère qu'il aura une bonne santé, parce qu'on sait qu'il a frôlé la mort, mais c'était trop tard. Mais tu vois, dans un monde aujourd'hui du MMA féminin, où on a quand même une Valentina qui est sur la fin, elle va pas faire beaucoup de combats avant de prendre sa retraite, Nunes qui va peut-être revenir, mais qui va pas rester très longtemps. Non, mais Dakota fera du bien. Hein. Ouais, c'est évident. Tu as cette possibilité-là. Alors, c'est fictif, ça arrivera pas. Mais moi, je l'échange, en fait. Parce que Ditcheva, elle peut être une star. Mais on n'échange pas un mec qui va être champion. Mais non, Alex, on prend les deux. C'est pour ça que je te dis, c'est très fictif. Dean Thomas, il est un peu ouf quand même. Non, mais c'est complètement ouf. Et je te dis, c'est très fictif. Mais il a raison dans le sens... Elle ferait du bien au MMA féminin pendant quelques années. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi tu dois échanger? Mais t'as raison. Gardons les deux et n'en parlons plus. C'était pour s'amuser autour de sa petite déclat. Ils font souvent pas, mais je trouve que c'est un peu humiliant pour un mec comme Ankalaev qui a gravi les échelons et tout. On n'aime pas le garçon. Ça, c'est... Enfin, pour l'aimer ou ne pas l'aimer, il faudrait l'écouter. Il parle peu, finalement. Donc, c'est compliqué d'avoir une opinion sur ce mec-là, que tu comprennes ou pas. Parce qu'en fait, il s'exprime très peu. Du coup, il est plutôt... un sentiment d'indifférence qui sort de lui qu'autre chose, tu vois. Mais en tout cas, sportivement, il a fait ses armes, donc on n'échange pas un mec qui est monté jusque-là. Non, mais c'est ultra dénigrant. Moi, quand j'ai vu passer Thomas, en plus que ce soit c'est ultra américain, en fait. Qui bosse quand même, qui est une des voix de l'UFC, qui lui ose dire ça sur un mec qui a la ceinture en ce moment. Je trouvais ça, waouh. C'est pour ça que je me suis permis quand même de le mettre dans le conducteur. Non, mais t'as bien fait. Moi, j'ai été choqué. C'est marrant d'en parler. On va passer à qui est le favori pour ce combat-là. Donc, on vous rappelle, comme d'habitude, que Winamax accompagne le développement de Jab Live, de Aldric Enerby et de Jab Culture depuis quelques semaines. Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant, dans la limite de 100 € et vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo JAB10. Les rappels habituels, Aldric, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. On déconne pas avec ça, les jeunes qui nous écoutent. Et pour les autres, on joue de façon responsable. On ne met pas en jeu l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. On fait ça juste pour la petite adrénaline en plus. Mais jouer responsable, les gars, c'est le plus important. La cote pour ce main event de l'UFC 320. T-Mobile Arena de Las Vegas, Magomed Ankalaev, le champion, 1,35. Alex Pereira, l'ancien champion et challenger, 2,90. C'est trop large. Non, ils ont... Tu le vois assez large? Ouais. Oui, clairement. En fait... Pour moi, c'est trop large. Je sais pas. Ankalaev est favori, il l'a mérité, mais pas autant. Je te reprends ce que je te disais tout à l'heure. Si on revoit le Pereira de Easy, je pense qu'il repart avec sa ceinture. Maintenant, argent, temps, usure, est-ce qu'on va le... En fait, là, c'est très compliqué. Quand tu as des athlètes qui frôlent les 40 ans, c'est toujours compliqué de s'exprimer là-dessus. Il faut être dedans pour comprendre, tu vois, pour savoir l'état de forme, l'usure, la fraîcheur, tu vois. C'est vraiment compliqué. Je trouve la cote difficile parce que là, on est à plus de 70-30 hein, quand même. Néanmoins, par rapport à... Et surtout... Par rapport à l'écart du premier combat, c'est pas significatif parce qu'on est d'accord que ça reste un 3-2 hein, quand même au final. Donc la cote est dure, ça c'est une certitude. Après, en fait, qui va gagner il me manque trop d'infos pour te le dire. Moi aussi. Il y a trop d'inconnus, mais en fait j'ai l'impression que la cote, elle nous dit Pereira va jamais pouvoir s'adapter. Pereira, quoi qu'il arrive, il a un côté Mike Tyson quand même. Pendant 6-7 minutes, il peut l'éteindre. Exactement. Tu vois, avec des gants pour faire la vaisselle, c'est pas la même, tu vois. Tu sais, il y a 2-3 fois, quand j'ai revu le premier aussi, il y a 2-3 fois où Ankalaev fait des... Il shift, enfin, tu vois, il change sa stance.
et Pereira arrive à le timer exactement au moment où les pieds sont sur la même ligne. Si c'est avec le crochet du gauche, non, mais ça peut être dodo. La cote, elle est dure. Ça peut être dodo. Moi, allez, je vous donne quand même un prono. Mais c'est pas très objectif parce que j'en ai aussi envie de revoir ce Pereira. Moi, je vois Pereira passer. Ok. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre Pereira aussi, mais allez. Mais je te dis, honnêtement, là, c'est 53-47, un truc comme ça. C'est compliqué de spéculer parce que je te dis, il y a quand même un âge et il y a des heures de vol avec le Glory et tout. Donc, est-ce qu'il a réussi à se refaire? On aura la réponse samedi, mais moi, j'ai envie d'y croire. T'as raison de noter ces heures de vol quand même sur ça parce que on se rend pas compte en fait. Voilà, ceux qui suivent pas assez le kick se rendent pas compte. Les mecs, c'est pas le rythme de l'UFC. Hein. Ils combattent énormément. C'est pas Senchai, mais il a quand même beaucoup de combats au compteur. Ouais, vraiment. Donc, à l'âge qu'il a, oui, tu sais que le rythme du MMA, ça doit mieux lui aller que le rythme du kick aujourd'hui. C'est sûr. On passe au co-main event. Ah oui. Mais pour le coup, il m'excite plus celui-là. Je parle. Moi, les deux me plaisent. Moi, je te dis la vérité, je suis très excité par même toute la carte. La carte est top, je suis d'accord. Juste en prélim, je regarde. Le main m'excite beaucoup pour toutes les questions qu'on vient de passer, mais sportivement, parce qu'on va voir. Et pourtant, moi, je le vois unilatéral, le co. Je le vois plus favori aussi, mais c'est cool. Les deux, c'est des combattants que j'adore, les deux. Quoi. Merab Dvalishvili, le champion des moins de 61, qui remet sa ceinture en jeu contre Cory Sandhagen, l'américain. Déjà, c'est quand même, il l'a pris en septembre dernier, à la Noche. Merab, là on est début octobre, c'est sa 3e défense. Mais il défend Merab. Il est actif, on peut rien dire. Magnifique ce rythme. C'est un très bon champion. C'est exactement les champions qu'on aime, et même si t'aimes pas le style, en fait, t'aimes ce côté-là. Quoi. Il est là pour se battre, il est là pour combattre, il est là pour défendre sa ceinture. Et même le style, oui, il fait appel à l'appréhension, à la lutte, mais il met du rythme, c'est plaisant, regardez quand même. Alors, on rappelle, parce que c'est important, avec Merab, il peut égaler déjà le record de la KT. Du nombre de défenses de Aljamain Sterling, là, en un an. Donc, tu vois, il peut rapidement s'inscrire quand même dans la discussion. Parce que c'est un champion actif. Il va rapidement s'inscrire dans la discussion du meilleur bantam de l'histoire. Ah oui. Ouais. Très, très. Et d'ailleurs, il est déjà dans la discussion. Tu peux en mettre d'autres, tu vois, mais là, on pense à Cruz, Dominique Cruz, des mecs comme ça. Il va rouler pour moi. Il roule sur Sandhagen et tu peux déjà en faire le GOAT quasiment de la KT, vraiment. Ouais, je te suis assez. Je pense la même chose que toi. Je le vois rouler sur Sandhagen. C'est pour ça que je te dis c'est un peu unilatéral parce que je vois pas. En fait, il faut des armes. Soit pouvoir peut-être faire mal en zone basse avec des gros calves, soit générer de la puissance au clinch. Et Merab et Cory qui est plutôt un technicien quand même, tu vois. Je le vois pas, je le vois se faire noyer par Merab. T'as ouvert les quelques points que j'avais notés déjà, donc c'est parfait. On va ouvrir encore plus grand que ça. Pour l'info, je te donne la cote directe. Comme ça, on va en débattre là-dessus avec ces points-là. Merab Dvalishvili, le champion, le géorgien 1,22. Cory Sandhagen, l'américain, challenger 3,35. J'imagine que c'est quasiment la même cote que Pereira. C'est pas le même. Non, c'est pas le même gap. Tu vois, Pereira, il a des armes. Et que justement, c'est ça le problème. C'est que Sandhagen, techniquement, magnifique. Ses roulades qu'on appelle Gambirol, pour ceux qui veulent aller regarder sur YouTube, très au point. Mais très au point, je trouve que il va y avoir un problème avec Merab qui n'a pas ce style. Merab, il veut pas te garder. C'est-à-dire que ta Gambirol, tu vas la faire, tu vas sûrement créer l'espace. Sauf que Merab, il a un style très spécial. Il te réattaque debout, lui. Il te laisse te relever, te laisse user de l'énergie. Lui, il laisse partir. Et sur cette lutte-là, il faut presque être capable de capitaliser sur le contact et de mettre des coups de coude, des coups de genoux. Et c'est pas la faculté première de Cory. Il a un striking très posé, varié, des angles, des coups atypiques. Il est très grand pour la KT. Mais petit déficit de puissance. Et je te dis, ce Gambirol, c'est super, mais pas avec le style de Merab qui va te laisser te relever pour te rattaquer aux jambes derrière. Donc j'ai peur que ce soit une noyade. Cory, il sort de la victoire contre Davidson Figueiredo avec la blessure au genou. Ouais. Mais avant, c'était une défaite contre Umar Nurmagomedov. Et je pense que c'est aussi un combat où tu prends des leçons sur le côté lutte. C'est ça. Mais tu as vu, Umar, il a été obligé d'actualiser parce que lui, il veut garder la position. Donc là, lui, il va générer de la force pour essayer de te garder. Avec Merab, ça marche pas. Et en plus, il a déjà vu Umar faire. Donc, il n'y a pas un blueprint, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, les ajustements, en plus, le Gambirol, c'est un peu surprenant si tu connais pas. Si tu t'y es adapté, il y a beaucoup de façons de travailler avec. Pas de le contrer, mais de travailler avec. Donc, ouais, je le sens pas bien pour moi. Non, mais j'ai l'impression qu'il va se faire out-lutter, quoi. Enfin, vraiment, totalement par Merab, qui est un démon, comme tu dis. Enfin, de toute façon, il peut essayer 50 fois. C'est pas grave. Il se relève, il te re-shoot dedans. C'est absolument... Mais tous les gens qui nous suivent sur Insta, ils aiment bien l'expression. Donc, allez, il va se faire ragdoll. Ça doit être
Ça doit être une galère d'affronter. Remets-toi dans la peau du combattant que t'étais, Aldric. Avoir un mec comme Merab devant soi. Un gros lutteur, c'est une tannée. C'est l'enfer, avec le cardio qu'il a. Et à la limite, c'est surtout ça. Souvent, la voie de victoire, elle est de dire, OK, j'en défends 2 ou 3, je me remets debout, je lui mets la pression, elle va se fatiguer. Pas lui. Non. Donc, en fait, il faut l'éteindre. J'ai l'impression qu'il peut le faire pendant 10 rounds, en fait. Il faut l'éteindre. C'est marrant parce que t'étais à la Noche. Donc, tu l'as vu. C'est plus impressionnant encore quand tu le vois en live. Un mec. J'ai l'impression que la télé rend même pas justice. C'est monstrueux. Ouais. Ce qu'il est capable de mettre comme volume, mais ça, en fait, tu comprends comment il doit s'entraîner, quoi. C'est monstrueux ce qu'il fait. Je le trouve encore plus impressionnant à voir que Khamzat. Ok. Donc, et pourtant, je l'ai vu en vrai, Khamzat contre Jiling, le chinois, la Jiling pardon, à Abu Dhabi, quand il parle avec Ashboula et Dana en même temps, tu vois, qui combat. Non, Merab, c'est impressionnant. À quelques mètres de la cage, le rythme qu'il dégage, l'intensité, c'est monstrueux. Et il s'entraîne, on rappelle, avec Aljamain Sterling, tu vois, dont il peut, pour le coup, égaler le record de défense, comme on disait. Et ça te prépare bien, en fait, aussi, bien sûr, à ce que peut être un Cory Sandhagen. Ouais. Tu vois, tu parlais des Gambirols ou des trucs, s'entraîner avec quelqu'un comme Aljamain. Moi, il y a une question sur Cory, puisque tu ouvrais, et tu as raison, je pense, l'utilisation des kicks. Le clinch, essayer de faire mal au clinch, de surprendre parfois quand Merab est sur le pied arrière, parce qu'il peut parfois se faire toucher en striking comme ça. Il travaille maintenant avec Trevor Whitman, Cory Sandhagen. Est-ce que ça peut avoir amélioré son striking au point, on se souvient d'Ousmane qui avait une boxe quand même beaucoup plus léchée avec Whitman. Est-ce que ça peut être un facteur qui améliore au point qu'il surprenne Merab? Il reste, moi je suis assez d'accord là, sur ce coup-ci avec la cote, donc 70-30, ça veut dire que 3 sur 10 tu peux faire un truc, mais il faut de la réussite. Parce qu'en fait le calf kick c'est un peu aléatoire. Tu peux blesser au premier comme tu peux blesser au 10e, tu vois. 10e ce sera trop tard. Mais s'il arrive à impacter physiquement Merab suffisamment dès le début, pourquoi pas? Mais je n'y crois que modérément. Non, franchement. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je le mets aussi grand favori. Je pense qu'il va. Mais ça se regarde, avec grand plaisir. Ça se consomme, popcorn. Non, mais pour la beauté visuelle de ce qu'on va voir, ça se regarde. C'est sûr. Et puis en plus, moi, je veux qu'il gagne, Merab. Parce qu'il le tease de plus en plus. J'ai vu déjà 2 interviews en plus cette semaine, Aldric. Il parle de Pantoja. Et je vais même dire, je sais pas si tu as vu celle-là, il tease même le fait de descendre à 125. Il dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je pense que je suis capable de le faire. Et pourquoi pas aller prendre Pantoja dans son monde à lui. Ce combat, il est quand même ultra excitant à terme. J'avais dit, c'est un des plus beaux dans les mois, dans l'année à venir. Costaud quand même. C'est lui qui le dit. Moi, j'y croyais pas non plus, mais c'est lui qui le dit. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse une TJ quand même. Il parle même du jardin. Non, ça c'est clair. Tu vois, vu qu'on parlait des grands noms des bantamweight, il tease même d'aller le faire dans le jardin de la maison présidentielle américaine. Mais tout le monde veut aller dans ce jardin. Il dit, je le prends même en prélim s'il faut. Mais donc moi j'ai envie qu'il gagne, j'ai envie que les deux continuent à gagner, parce que tu le sais, c'est un des combats que je veux voir absolument dans les prochains mois. Moi aussi j'aimerais bien le voir. Parce qu'il est plus serré que je le pense. Je pense qu'il va se faire amener au sol, Pantoja, mais il a le sol pour l'embêter. Donc là, il faut un sol offensif. Il faut un sol où tu essayes de finaliser, tu vois, pour l'embêter. Et ça, Pantoja, il l'a. Je peur qu'il y ait une différence de gab, moi, quand même, mais c'est pas le moment d'en parler. Mais j'avoue que je serais assez excité par ce combat. Non, mais on aura bien l'occasion d'en parler si ça se fait. Mais ouais, je suis. Après, pour avoir vu Merab, c'est pas un énorme 135. Vraiment. Donc, why not? Quand même. C'est pas un énorme 135, mais par rapport à un flyweight, quand même. J'ai un petit doute. Si vraiment tu le sais très longtemps à l'avance, t'adaptes ta diète, pourquoi pas? Si lui, il veut le faire. Tu sais, t'as eu aussi une grandeur, parce qu'en fait, si Pantoja monte, c'est lui qui va chercher la grandeur. Si Merab descend, c'est lui qui peut chercher les doubles ceintures. T'as peut-être une envie du côté de Merab de faire ça. Mais moi, je trouve ça dangereux. Là, et moi, il m'excite beaucoup et je veux vraiment le voir ce combat parce que je pense qu'il est plus serré que beaucoup le pensent. Quand tu vois dans les commentaires, beaucoup disent Merab roulerait sur. Non, les gars. C'est Alex Pantoja. Non, je suis d'accord. C'est un vrai super fight en soi. T'avais d'autres points que tu voulais sur Merab, Cory? Très intrigué de ce scénario au sol parce que ça ira au sol. Mais je te dis, pour moi, tactiquement, je vois ça quand même. Dans le sens de Merab, mais je regarde. On va sûrement apprendre des trucs en regardant ce combat. On l'a dit, on donne rendez-vous jeudi pour le 2e épisode d'Aldric Enerby de la semaine. Ahmed Zalal, même Roundtree Prochaska, Pfeiffer contre Abus Magomedov, c'est pas mal. Ça, c'est les 3 autres de la main card. C'est quoi qui t'excite le plus? Là, honnêtement, tout. Et j'aime bien Joe Pfeiffer. J'ai envie d'en voir plus à 84 quand même. C'est une carte qui va se regarder même très, si, très bien. Tu sais que Khalil Rountree, j'aime bien l'histoire, le côté Muay Thai qu'il a développé et tout. Youssef Zalal, inconnu, il est face à son plus grand test. Et même ce qui suit, Ateba, on y va. Shabazian, dont je parlais dans le dernier Jab Culture avec toi, je disais, attention, il est très jeune pour middleweight. Ça revient bien. Et c'est contre André Muniz, donc c'est un vrai test, tu vois. Intéressant, tu vois. Une étape à passer, en tout cas. Le 13-0 de Farid Basharat contre Gutiérrez, qui est solide. Et non, mais elle est ouf, cette carte. Pachemix qui revient.
Elle est ouf, cette carte. Tu vois, après ses débuts ratés à l'UFC Pat Chimix qui revient, effectivement. Non, franchement, elle est ouf. Ouais, elle est complète. C'est pour ça que ça mérite que, je dis, comme les avions pour le Canada n'attendent pas Aldric, ça mérite qu'on y revienne un peu plus. Non, mais on va revenir dessus. Un peu plus. Mais ouais, moi, je l'avais dit déjà, je l'avais dit quand on a fait l'épisode la semaine dernière sur tous les combats d'octobre, mais le Mehmet Zalal, il m'excite beaucoup. Gros test pour Zalal, on va voir. Je te donnerai les cotes jeudi. Je te laisse le suspense jusqu'à jeudi, parce que je sais que tu aimes bien les découvrir en direct, mais tu seras étonné. Tu seras étonné, je pense. Et Zalal, on se rappelle son premier run UFC où il finit pas bien. Il repart. J'avais même pas tilté quand j'ai refait pour préparer l'émission. Tu sais ce qu'il a fait entre les deux runs UFC ou au Sparta, ce qu'il a fait? Il a gagné un tournoi où dans le même soir, il a fait boxe, kickboxing et MMA. Ouais, il a fait un espèce de triathlon, Ouais, c'est assez marrant pour le coup. Et depuis, il revient, il a que des victoires, il a que du vert. C'est son plus gros test, là. C'est exactement. très intéressant. C'est savoir si Youssef Pfeiffer, c'est son plus gros test. Zalal, c'est son plus gros test. Zalal, tu sais s'il mérite les gros combats dans ce top 10 en passant à Emmett, qui est toujours un test dans cette catégorie. Et à Théba Gauthier, il y a tellement de violence que tu as envie de le voir. Théba Gauthier, ça va encore éteindre la lumière, à mon avis. Aux Idias, bon courage, mon ami. Ouais, mais ça permet de voir où il est. C'est bien parce que ça permet de voir où il est. Il s'était fait éteindre par Joe Pfeiffer, mais au round 2. Donc ça va permettre d'avoir une comparaison. Tu vois, donc c'est toujours intéressant. Et Pfeiffer, t'as raison, hyper intéressant de voir où il en est aussi. Voilà, pareil, s'il mérite de. Les deux sur la même carte, est-ce que c'est innocent? Je sais pas trop. Écoute, ce serait quand même une belle guerre, ça. Hein, ça, ce serait pas mal du tout. Donc rendez-vous jeudi pour qu'on fasse un peu plus le point sur tous ces combats-là. Prochass Caroteur, on n'a même pas parlé de. Enfin, si tu l'as dit en deux. Si, c'est dingue, mais il faut faire une. Là, il faut Prochass passer. En vrai, cette carte, il faut passer 1 heure dessus. Ouais. Donc, si on fait ça, on peut pas parler de l'actu. Et donc, c'est tout naturellement qu'il faut le faire jeudi. Pour ça, je te le disais, cette carte, il faut passer 1 heure dessus. Parce qu'à 84, elle va positionner tous les contenders au top 15, parce qu'on y arrive déjà. Hein, pour des mecs comme Shabazian, il est pas très loin. Pfeiffer, on va voir où il est, tu vois. Et Ateba qui arrive. Non, il faut passer 1 heure, analyser et comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui peut se passer en cas de victoire. Et pour chacun, tu vois. Prochass Carontry, de la violence pure, enfin, on va pas se mentir. Et en plus, si Ankalaev conserve la ceinture, on en avait déjà parlé aussi. À mon avis, c'est une demi-finale mondiale. Ça a une tête de. Même s'il y a un petit gars dont on va parler juste après qui s'insère dans la discussion aussi. Mais ouais, ça a une tête de grosse demi-finale mondiale. Eux, par contre, les deux, clairement, le vainqueur de ce combat-là, après, il se mettra dans les vestiaires et il priera que Poatan ne gagne pas, quoi. Je pense que le vainqueur de ce combat déjà va aller à l'hôpital. Oui, c'est depuis l'hôpital qu'il priera. Et qui verra le main event de l'hôpital, à mon avis. Eux, ils vont se tuer. Mais tu vois ce que je veux dire. Et Rountree, eux, ils ne voudront pas Poatan. Hein. Le vainqueur, non, parce que Poatan a déjà battu les deux, pour le coup. Donc, rendez-vous jeudi pour la suite de la carte. On passe au débrief de l'UFC Perth. On en avait parlé, cet événement. J'avais raison, au final, tu as vu, c'était plaisant. L'événement était plaisant. Par contre, ce qu'on disait aussi sur le côté par rapport aux UFC numérotés qui étaient à Perth avant, ils les avaient moins respectés. Il y avait un truc qu'on n'avait pas noté, Aldric, quand on a fait l'émission de lundi dernier. C'était à 7h du mat en Australie. Ouais, c'est ça. Quand même, il manque de respect, parce que c'est cool. Je te l'avais dit que c'était aux horaires américains. C'est une carte locale, ok, il y a plein de combattants locaux, mais imagine, tu nous donnes rendez-vous à 7h à Bercy pour l'UFC Paris. Enfin, mais bon, t'as vu, au final, apparemment, conf de presse, j'ai écouté exprès, Gate 1,8 million. C'est pas fou, mais c'est pas cata. Hein. Non, mais ils ont vachement baissé les prix dans les derniers jours. Hein. Oui. Ils ont fait beaucoup de remises parce que ça se vendait pas. Pour info, les gars, la première UFC Paris, on a fait 4 millions de billetterie. Oui. Donc là, 1,8 million, c'est quand même. Mais bon. Le dernier, c'était 3,5 millions le premier, et le dernier, c'est plus de 4 millions. Et là, 1,8 million, c'est pas cata. Hein. Non, c'est pas cata. Mais. Je suis d'accord que c'est pas cata, mais. Je trouve qu'il y a un manque de respect sur ces trucs. 7h du mat. 7h du mat et tu commences par. Ceci dit, j'ai bien aimé la petite Tainara là qui est. C'était la contre Loma Logume, oui, qui était donc la troisième, puisqu'il n'y avait que 3 combattants classés sur cette carte-là, et donc elle était numéro 14 en strawweight, et en effet, la petite brésilienne. C'est sympa ce qu'elle fait. Hein. Ouais. C'est sympa ce qu'elle fait, ouais. Et belle victoire, et on n'a pas les classements encore, mais ça va lui ouvrir les portes du top 15, ça. Mais elle est déjà, pour moi, cette fille, c'est la sparring de Ribas. Et Ribas disait que c'était très dur contre elle. Et ça se voit, tu vois. Elle a une maîtrise de la distance. Debout, c'était un peu moins fort que Luma, mais elle a bien géré. Elle a une très belle lutte. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va commencer en parlant du main event quand même, qui étaient les deux autres classés de la carte, et le combat qui avait le plus d'incidence, on va dire, sur une course au titre. Chez les light heavyweight, les moins de 93, Carlos Hulberg contre Dominique Reyes. Hulberg qui était sur 8 victoires de suite, Reyes qui en était sur 3 depuis après sa mauvaise série post-John Jones. On était pas mal sur le promo. Hein. J'y croyais plus que toi. Donc toi, t'étais vraiment bien. Moi, si tu te souviens bien, j'avais le petit côté à dire Reyes va peut-être le faire. J'y croyais pas. Il se fait éteindre dès le premier round. Déjà, il arrive quand même out of shape. Enfin, t'as vu les photos avec son bide et tout.
Je t'avais dit, Hulberg, c'est un athlète. Il faut c'est compliqué. C'est des mecs durs. C'est des mecs qui sont arrivés en plus tard sur le MMA, donc qui ont un capital santé quand même important et ils sont athlétiques. Ils te rentrent dessus comme une balle et il faut gérer ça. Et quand tu arrives dans cet état-là, excuse-moi, parce que pour moi, c'est pas l'état d'un fighter, ça. Non. Tu vois, c'est l'état d'un mauvais quadra qui aime jouer au boule et boire du pastis. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est pas une bonne shape. Et tu peux pas dire que je compte sur mon coup d'œil parce qu'en fait, ton coup d'œil, il peut te sauver une fois, 2 fois, mais ses entrées, c'était pas timé. Non, je suis d'accord. Pour le coup, on est tous les deux quadras, mais bon, les boules et le pastis, Ah oui, oui. On met ça de côté. Je revendique avec grand plaisir Oh mon oui, côté ok, quadra. oui. Mais non, Hulberg, c'est fort, c'est puissant. C'est pas le plus grand tacticien de la Terre. Il a pas des enchaînements oufissimes, mais il est physique, il se projette vers l'avant vite, il dégage de la puissance et il a pas peur d'en prendre. Non, t'as raison. Et même techniquement, c'est pas super propre, même sa séquence finale, mais en effet, bah, il progresse. Quand il te touche comme ça. Et il progresse. Parce qu'au City Kickboxing, je trouve que si tu regardes ses combats, il y a une progression significative de son travail. Donc, ouais, intéressant. Mais côté athlétique, en effet. Et puis quand il touche comme ça, il t'éteint la lumière. C'est tout. Mais Reyes, hyper décevant. Au-delà du côté pas en forme, il propose rien avant de se faire éteindre. Quasi rien. Gatekeeper top 10. Tu vois, c'est très faiblard ce qu'il propose. Et la séquence finale, on en parlait en off juste avant de commencer l'émission. Attends, il rentre dans la poche contre un mec sans donner de coup. Sans faire de feinte, sans bouger sa tête. Il y a rien. Ouais. Pas de mouvement, pas de mouvement de tête, pas de coup. Bah tu t'attends à quoi à part te faire éteindre comme tu t'es fait éteindre en fait. Je suis d'accord. Très spécial. C'était pas fou. Et moi non, Hulberg, j'ai trouvé vraiment progressé. Vraiment, tu sens qu'il y a un travail avec Eugène Barman qui est fait et tout le City Kickboxing. Je trouve mieux là. Encore mieux. Il garde son côté athlétique, mais c'est un peu plus réfléchi. Tu as vu, il y avait des setups plus identifiables, c'était moins instinctif. Non, à surveiller, Hulberg. En vrai, 9 victoires de suite, je viens de le dire désormais. Si Pereira reprend la ceinture, c'est lui le prochain challenger. Il y a zéro doute pour moi. Si Ankalaev le garde sa ceinture, il y a peut-être plus débat. Les 2 autres. Mais en vrai, c'est presque lui qui le mérite. 9 de suite. Ouais, surtout que là, c'est propre. Il était un premier round quand même. Non. Et puis, t'as du Ozdemir, du Blachowicz, maintenant du Reyes. T'as mérité ton title shot. Même si c'est Ankalaev qui la gagne. Je suis d'accord. Et Prochaska Roundtree, ça doit attendre derrière ce mec-là. Donc, victoire hyper importante pour la suite de la carrière de Carlos Hulberg. Il a mis un beau statement là. Vraiment, c'était intéressant. Ouais. Quel autre combat t'ont intéressé? Le co-main, c'était Jimmy Crute. Ouais, avec son face crank qui lui a Voilà. arraché Ivan la Erslan. tête. Alors, j'allais te demander parce que je t'ai vu que tu répondais sur Insta en disant j'ai l'impression que c'est même pas complètement face crank, j'ai l'impression qu'il lui tire. Non, il prend par le menton. Comme s'il lui tirait le menton vers le haut, quoi. Bah, tu sais, quand on dit crank, en général, c'est qu'il y a une action sur la nuque. Et c'est pour ça que je le range dans cette caté. C'est-à-dire qu'il prend le menton et il tire. Donc, effectivement, l'action, c'est pas une strangulation. Non, c'est pas un étranglement. C'est comme si c'était une clé de nuque. T'as raison que c'est plus proche du face crank, mais c'est pas totalement un face crank, c'est pas un étranglement, c'est un hybride. Il prend le menton et il tire le plus fort qu'il peut, et comme il a une force d'ours, Jimmy Crute, bah ça marche. Après, il y avait des critiques sur le fait qu'Arslan tape vite. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Alors, taper vite, je pense qu'il avait eu envie de conserver son plateau cervical, donc ça, je peux le comprendre. Par contre, son travail au sol, pas du tout au niveau. Quand je regarde ça, d'arrêter de me critiquer certains combats féminins quand je vois un travail au sol comme ça, parce que c'est dur à regarder. J'ai mal à mon MMA quand je vois Ivan Erslan au sol, j'ai mal à mon MMA quand même. Debout, c'est propre. Ouais, bah, d'ailleurs, il force Jimmy Crute à amener l'action au sol. Il n'y a rien, quoi. C'était à se demander combien de fois par semaine. J'ai presque envie de dire combien de fois par mois il travaille le grappling, quoi. Non. Je peux pas valider ça. Franchement, tu vois, alors ils ont perdu aussi les frères Taffin. Il y en a un, il a dépassé le poids. Il dépassait le poids de façon abusée en poids lourd. Là, c'est quand même. Pareil, tu vois ça en common event. Tu vois. Il y a eu beaucoup de combats perdus sur ce. Je suis dessus là. Il y a eu. Erslan, ça mérite jamais un common event, Aldric. Jamais. Mais t'as vu qu'en fait, au final, il y a eu 3, 4, 5. En tout, il y a eu 6 combats annulés. Mais dans ces 6 combats annulés, il y en a eu 2 qui ont perdu à 48 heures d'intervalle. Mikalev, Oban Elliott et Sutherland Tafa, ils les ont perdus là, en 2 jours. Tafa, je te dis, c'était abusé le surpoids apparemment. Donc c'est fou. Ils sont passés, au départ, c'était 16 combats prévus sur la carte, ils sont passés à 12. C'est ça. Donc mais ils en ont perdu 2 en 2 jours, et le reste, ça s'est affiné avec le temps, tu vois, mais ça sent. En fait, la vraie phrase qu'on peut dire là-dessus, c'est ça ne respire pas le professionnalisme. Voilà. Non, quand tu vois Tafa, tu vois tous ces trucs-là, tu sens un peu quand même une certaine nonchalance. Ils prennent ça plus comme un délire, tu vois, plutôt qu'autre chose.
On va passer juste après sur le débat intéressant sur le combat de Neil Magny et Jake Matthews. Mais comme on redéfile un peu la main card, il y avait aussi le Jack Jenkins contre Ramon Taveras. Belle performance de Jenkins. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. On sait, c'est un combattant agressif, c'est un combattant qui aime bien les bonnes guerres. Et c'est propre. Une bonne décision. C'est propre ce qu'il fait. C'est une belle décision. C'est envoyé, il y avait du volume. Intéressant à regarder. Taveras qui a raté le poids alors qu'il était monté de KT. Ouais. Ça aussi, ça sent pas le. Tu viens une KT au-dessus et tu rates le poids. Bon. Il avait déjà raté le poids, je crois. Mais je pense que Dana, il va leur mettre là, mardi. Ouais. Je t'explique même pas à la réunion des matchmakers, le sort des mecs qui ont gagné et qui ont perdu. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va être très chaud. Ouais, ça va un peu charcler. Moi, je te dis la vérité, je voulais envoyer un petit message au matchmaker des 84 pour Verger. J'ai dit, c'est quoi? On va attendre un peu quand même. On va attendre après cette réunion parce que je pense que ça va pas bien se passer du tout, cette réunion des matchmakers. Je suis assez d'accord. Mais là, ça devient. On en a eu plusieurs récemment quand même, des mecs qui ratent le poids. Après, Taveras, il avait déjà raté le poids plusieurs fois à 61. Il y a 800 mecs à l'UFC en ce moment. Il n'y a pas 800 professionnels investis dans des grosses structures. Il y a encore des mecs qui sont en flow un peu, tu vois. Ils gèrent comme ça, quoi. Donc, c'est ce genre. C'est rien, en fait. En termes de pourcentage, t'as quoi? Je pense que t'as une trentaine de mecs qui sont pas ultra encadrés. Peut-être 50. Mais quand on a 2 ou 3 sur la même carte, c'est compliqué. Ah, mais tu sais que c'est moi, on en avait déjà parlé, mais moi, je crois vraiment qu'il faut resserrer le roster. Il y a un moment. Soit resserrer le roster, soit travailler avec une logique d'équipe un peu façon NFL où il y aura en tout cas un savoir-faire. Ouais, ok. Tu vois? Parce que le nombre d'événements, tu le baisseras pas. Ils ont signé avec Paramount pour tant d'événements pendant 7 ans. Là. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que l'idée de l'équipe, elle est importante. Parce qu'en fait, un mec, tu l'amènes dans un moule où il y a un savoir-faire et où il y a de la science et du staff, il rentre dans un moule. Et puis, s'il ne veut pas, de gré ou de force, il va devoir suivre. Tu vois, s'il est pesé 3 fois par semaine, s'il y a une diététicienne qui le prend en consultation, un diététicien, s'il y a des prises. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un cadre. Donc, c'est soit baisser le roster, mais c'est compliqué, parce qu'il y a aussi le facteur blessure, tout ça. Ça, tu ne pourras jamais l'enlever. On est toujours entre 10 et 15% de blessures. Ça veut dire que le mec, sur 10 mois, il a 1 mois et demi qui pète systématiquement. Donc, baisser le roster, je ne sais pas. Encadrer ça avec un collectif d'équipe, avec des staffs aguerris, peut-être. Peut-être que c'est le... regarde comme on est en train de faire en France. Ça va arriver dans les autres pays aussi. Petit à petit, il reste 3-4 structures et ça ne déroge pas de ça, tu vois. Et je pense que l'avenir du MMA, c'est ça. Non, mais je peux te suivre là-dessus. Mais moi, je disais baisser un peu le roster, même dans le sens, et plus de matchmakers, moins de mecs, mais plus de mecs de qualité. T'as parfois l'impression qu'ils remplissent des cartes quand même, qu'ils vont chercher les mecs à droite à gauche pour remplir. Mais après, notamment avec la volonté d'avoir des combattants locaux. T'as des mecs blessés, t'as des mecs qui veulent combattre qu'une fois par an. C'est encore compliqué le MMA. C'est encore compliqué sur ça. C'est pas un sport comme un pardon, à proprement dire, comme la NFL où les mecs ils ont un calendrier, tu vois. On est encore un peu dans des sciences où le mec il veut combattre qu'une fois par an parce qu'il a 20 kilos à perdre, tu vois. Je dis pas que c'est bien, hein. Mais voilà, c'est encore un monde qui a besoin de se professionnaliser. Je pense que dans une dizaine d'années, on y verra plus clair. Pour le moment, c'est encore compliqué. Le combat qui était juste avant, c'était Neil Magny contre Jake Matthews. Et Neil Magny, il nous a fait une Neil Magny. Je perds les 2 premiers rounds. Et puis, je vais chercher la victoire dans le 3e, sur la fin. Il avait une belle opposition quand même. Là, c'était pas mal. Matthews, c'était pas mal. Avec une Darce. D'ailleurs, au passage, je t'aime beaucoup, Antoine Simon, mais il n'y a aucun monde où il y a un partout après les 2 premiers rounds. Il y a 2 rounds pour Jake Matthews. Largement. Je comprends Taylor qui pète des plombs, franchement. Je te le disais. Antoine, il a sa propre vision du MMA qui lui est propre. Il y a des fois où j'arrive à le comprendre, il y a des fois où j'arrive pas à le comprendre. Ah non, là, j'étais devant l'écran, j'ai dit, mais c'est pas possible, là, c'est juste pour titiller Taylor, quoi, que tu balances. Non, il perdait. Après, il avait pas en fait, ce qui était. Tu vois, Neil Magny, je dis pas ça parce que je lui tapais dessus quand il avait 19 ans, tu vois, mais il a une résilience, en fait. Tu sens le côté militaire là-dessus, tu vois. Il y en a beaucoup qui auraient baissé les bras. Et il y avait quand même un indice. Il gagne le 2e, Matthews, mais tu sens que ça baisse vraiment physiquement. Et comme Magny, malgré que ce soit presque un quadra, il a encore un degré d'athlétisme très important. Il s'est dit, OK, je peux le finir au 3. Mais tu sens qu'il lâche pas. Il met un rythme constant. Il s'arrête pas. Il a beaucoup sorti sa lutte dans ce combat parce que sur le clinch, c'était plus dur. On sait que Neil, souvent, c'est le jab qui permet de rentrer soit en lutte, soit en clinch de Muay Thai où il est très efficace. Là, Matthews défendait très bien le clinch. Il n'y avait pas ou peu la place pour les coudes et les genoux. Donc, il a amené ça au sol. Il a exploité une faiblesse et c'est bien travaillé. Et le Darce, il y est. Il n'y a pas de monde où il n'est pas bien. Il était très bien. Il y avait de l'angle. Et il avait capturé les membres inférieurs pour pas que ça tourne et que ça passe en bridge escape. Donc, non, c'était un très belle finalisation.
Et même, elle est propre, cette séquence finale. Parce que ça part de la défense de lutte, où il défend le double leg en passant dans l'entrejambe de Matthews. Derrière, quand Matthews lâche les jambes, des petits coups pour un peu le stretch. Hop, il set up la darse. Il est coincé contre la cage, il peut rien faire. Ouais. Hop, finish. Non, très propre. Propre. Mais ce combat, il y a un débat dans le combat. C'est la fin de ce premier round, Aldrich. L'arbitre fait une bourde. L'arbitre, je sais pas si on voit à la caméra, Neil, il maintient sa main en hauteur. Et en fait, quand il entend tu sais, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le combat, dans tous les combats, aux 10 dernières secondes, il y a un coup de marteau. Enfin, il y a 3 coups de marteau qui sont donnés. Et ça, c'est le signe, et aux combattants, s'ils sont dans une mauvaise posture ou pas d'ailleurs, et à l'arbitre, que nous sommes sur la fin du round. Et en fait, Neil, il entend ça, il le synthétise dans sa tête. Je rappelle quand même qu'il est pris dans une guillotine qui est pas tight, mais qui est quand même bien engagé, où il a fait une petite bêtise quand même, où il a laissé réajuster. Et derrière, donc, il a sa main en l'air, et il sait qu'il reste 1 ou 2 secondes, et il relâche un peu, parce que ça doit l'étrangler, et qu'il a besoin d'avoir un relâchement musculaire pour calmer cet étranglement. Et en fait, l'arbitre, il croit qu'il est en train de dormir. Il arrête le combat 1 seconde avant. Neil n'était pas en train de taper, donc j'ai envie de le protéger un peu, parce qu'il va se faire taper dessus, parce que Dana, il va sûrement pas l'épargner. Au final, il a bien rattrapé. C'est-à-dire qu'il arrête 1 seconde avant, Matthews ne pouvait pas finir, Neil est un peu en colère, mais il voit tout de suite que ça continue, il a bien rattrapé sa bêtise. Tu comprends parce que moi je comprends pourquoi il arrête. Oui, parce que le bras il tombe. Le mouvement de bras, c'est un mouvement de je dors. Donc... Mais sauf qu'il ne touche pas terre le bras. À la limite, attends, je veux dire, sur une clé qui a une mécanique de torsion où tu vas risquer de péter un croisé, un ligament, un coude, ce que tu veux, je comprends que dans un doute, tu veuilles arrêter tout de suite. Parce que tu as peur que le gars soit blessé. Là, en l'occurrence, que tu dormes 20 centièmes ou 1 seconde, je vais me faire tirer dessus par les médecins, mais l'effet, c'est pas grand-chose. Je veux dire, on est sur des très, très courtes durées. Donc, à la limite, attends que le bras il touche par terre, si tu veux être sûr, tu vois. Là, il a arrêté son geste tout de suite après. Mais j'ai envie de le défendre parce que je trouve que la démarche, il était proche de l'action, il comprend ce qui se passe, l'arbitre. Oui, il y a une petite seconde. Il dort pas, Magny, t'as raison. C'est à se voir, puisque tout de suite, quand il ouvre, sinon il aurait été un peu chancelant et il dort pas. Mais en fait, moi, je trouve que ça ouvre un débat quand même, parce que l'arbitre prend une décision. Il arrête le combat. Même s'il reste 1 seconde, l'arbitre, il est... Mais ça va, ils lui ont donné, tu vois, la commission a arrêté le combat. Ils lui ont donné l'opportunité de laisser continuer sans que ça fasse un scandale, mais d'un point de vue stricto sensu fédéral, il a arrêté le combat. Oui, et tu sais que ils ont l'équipe de management de Jake Matthews, ils ont dit à bjpen.com, ils ont fait une réclamation, qu'ils vont faire appel. Ils vont faire appel parce que pour eux... C'est pas très sportif, mais après... Non, mais pour eux, l'arbitre arrête le combat. Avec une commission, tu peux peut-être obtenir un no contest sur ça, tu vois. Moi, je pense que ça peut passer en no contest. Ouais. Il arrête... J'aime pas trop la pratique. T'as raison, il fait la bonne décision de se dire, OK, j'ai fait... J'espère qu'ils n'auront pas gain de cause, parce que ça enlève... Bon, Neil, il est en fin de carrière et il joue plus rien. Donc, c'est pas très... Sportivement, ça a un peu d'impact que ce combat soit classé en no contest ou pas. Mais j'aime pas. Le MMA, ça se fait dans une cage, ça se fait pas sur tapis vert. J'aime pas la démarche. Je comprends, mais je pense qu'ils peuvent avoir gain de cause. Ils peuvent. Parce que l'arbitre il y a une violation clairement de règlement manifeste. Après, sale. J'ai même pas envie de savoir qui est le management de Matthews, parce que ils vont baisser dans mon estime. Donc ne me le dis pas si tu l'as. Je te vois, je te suis. Mais c'était intéressant, je trouve, comme débat par rapport à ça, parce qu'il y a une erreur qui est faite. Et le dernier combat de la main card qui était cool plutôt. C'était un combat très cool. La victoire de Tom Nolan sur Charlie Campbell avec un beau rear neck choke. Bonus de la soirée pour Tom. Le combat. Ouais, beaucoup de... il a eu la performance, et l'autre bonus, c'était Jimmy Crute qui a eu. Moi, je te dis la vérité, c'est pas méchant. Le combat, il est cool, il est plein d'intensité. Des lightweight comme ça, si on peut les avoir sur notre chemin d'Axel Sola, tu prends. Oui. Ouais. Mais le combat en soi, si vous l'avez pas vu, il est plutôt cool, il y a de l'intensité, il y a beaucoup de choses, c'est sur un round, mais il y a beaucoup de choses. Ouais. Mais t'as raison, c'est pas le top niveau. Non. Ce sera jamais le top niveau des lightweight. Pareil pour Mularquet derrière. Il y a des trucs que tu as notés sur le reste, que tu voulais parler sur... Navarro Sterling, 8-0, 93, il grimpe. Hein. Ouais, tout à fait. Il grimpe. Qui bat Rodolfo Bellato. Ouais, c'était juste avant, en fin de préliminaire. Tu sais que ça permet, j'ai vu un tweet passer, j'ai trouvé ça beau. Rodolfo Bellato, sur ses 4 derniers combats, il a 1 victoire. Donc sur Tapology, c'est un vert. Un draw, donc sur Tapology, c'est un bleu. Un no contest, sur Tapology, c'est un jaune. Et une défaite, sur Tapology, c'est un rouge. Il disait, c'est un rare arc-en-ciel de Tapology. Il a tout, Rodolfo Bellato. Voilà. Non, mais oui. City Kickboxing, on rappelle, Navarro Sterling. Pas mal. Ça progresse, en effet, dans cette KT, les moins de 93. Après, vite fait,
Joli KO de Cam Roston. Jamil Mularkey qui gagne à la décision contre Bedoya. Pareil, si on peut en croiser un des deux sur le chemin d'Axel, je suis très content. Je signe tout de suite. Le beau TKO de Brando Perisic. Ouais. Et les débuts de Michel Montac. Ouais, tu m'en avais parlé. Bon, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Soyons honnêtes, pour une championne du monde IMAF, c'était pas fou. On va dire, elle va se contenter de la victoire. Mais elle gagne contre Luana Carolina avec des très beaux setups de lutte, mais c'était quand même pas dingue, soyons honnêtes. Donc là, nos deux figures emblématiques des IMAF, une au PFL et l'autre à l'UFC, n'ont pas fait de début fracassant, soyons honnêtes. Et Colby Thickness, quand même, contre Josias Moussassa. C'était intéressant le combat. Et puis, il y a l'arrêt pour la. Tu sais que beaucoup disent, puisque Thickness prend le premier round, il perd le deuxième. Il y a cet arrêt de plus de 4 minutes pour coup dans les parties. Et il y a beaucoup qui disent qu'en fait, c'est ce qui permet à Thickness de revenir. Possible. Après, tu veux pas que ton gars récupère, tu fais pas de frappe illégale. Hein. Ni doigt dans les yeux, ni coup dans les parties. Ça fait partie du game aussi. Hein. On est d'accord, complètement. Rien d'autre sur cette carte du UFC Purse. Écoute, on a déjà fait un bon petit tour de ce qui était important, je pense, dans cette carte-là. Et tu parlais des IMAF. On va y revenir très vite aux IMAF. On va en parler. Alors, on n'a pas pu. Pour l'instant, on n'en parle pas. On est en plein dans la. On n'a pas fait. On avait dit que peut-être on ferait une émission. Oui. On fera ça sur les prochains. Tu pars au Canada là. Mais bien sûr qu'on va en parler des IMAF. Il y a pas mal de Français. Jeudi, ce sera pas fini, donc puisque c'est en fin de semaine. On peut en parler un peu si tu veux jeudi. Un petit peu, mais sinon on fera un vrai débrief lundi prochain dans le Aldrick Enerby. Il y a encore des Français en lice. Il y a Kenji du Boxing Squad qui est là-bas. En équipe de France, je crois qu'il y en a qu'un seul. Au moment où on se parle, et on est lundi matin très tôt, il y en a qu'un seul qui a perdu pour le moment. Il y a Yohan Morero aussi qui est impressionnant là. Ouais. Ils envoient bien dans la MMA League. Ça méritera un gros débrief. Nos petits sont présents. On fera un débrief la semaine prochaine, effectivement. Exactement. On a fini pour tout ce qui est UFC. Pour un petit stat, parce que j'ai trouvé ça marrant de noter ça, Aldrick. Je sais pas si tu as vu passer. Il y a 176 fighters rankés à l'UFC dans toutes les catégories. Il y en a 66 qui sont bookés aujourd'hui. C'est que 37%. C'est faible, en fait. Ouais. Tu vois. C'est en ça où je dis que les rosters. C'est pour ça que je te dis, non, c'est compliqué parce qu'en fait, les mecs, ils ont un rythme de combat qui. C'est rare, les mérabes et les mecs qui veulent combattre. Il y a ceux qui veulent combattre et qui peuvent pas, parce que personne ne veut les prendre aussi. Il y a encore quelques règles de diktat à enlever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse encore quand même trop de choix aux équipes de dire oui ou non. Ça, c'est un problème pour moi. Et après, tu as les mecs qui peuvent pas combattre plus qu'une fois et demie par an parce qu'ils perdent trop. Ça aussi, c'est un problème. Parce que tu pourrais dire que 37, c'est déjà pas mal, en fait. Mais on sait qu'ils sont bookés à 2-3 mois d'avance, les combats. Ça veut dire que tu as plus de 100 mecs, 110 mecs qui sont pas bookés. Donc, que tu verras pas combattre avant 6, je pense que 7 mois. Ça, il faut le révolutionner. Ça va pas, je te dis. Non, ça, je suis d'accord, il y a un problème. Et pour le clin d'œil, ça, c'est sur les petites news que j'avais passées. Je sais pas si tu as vu Vanessa Demopoulos qui met une gogo plata. Oui, à l'influenceur à High Speed, comme vous pouvez. Hein. Magnifique. Hein. Alors, c'est que du jiu-jitsu, hein. C'est pas une bagarre de rue. Mais voilà la différence entre une athlète professionnelle qui sait ce qu'elle fait et alors qu'il est très athlétique, High Speed, pour le coup. Mais ça dure même pas 30 secondes, je crois. Et elle lui met une gogo plata. Magnifique action, je l'ai vu, ouais. Pour le petit clin d'œil, tu vois, encore plus de la cerise sur le gâteau. C'est gogo plata. On a fini pour tout ce qui est UFC. On passe au PFL, Aldrick. Alors, on vous parlera donc jeudi, donc on laisse ça un peu de côté, mais du PFL à Dubaï, qui se passe vendredi, avec le Ousmane Nurmagomedov. On fera une preview un peu plus importante de Ousmane et Paul Hughes. Il est cool quand même, sur un mot sur ce combat-là. Le premier était génial, Aldrick, et j'ai très, très, très envie de voir le 2. Ah oui. Et puis surtout, la carte, je te dis, moi, la carte, elle me plaît beaucoup. Il y a pas mal de. Il y a le retour de Slim Travelsi contre Pouya Ramani. Ils se sont affrontés en grappling et ils font la revanche en MMA. Il y a Artem Lobov qui clan. Alors, il parle plus à Conor, mais clan Conor de l'époque avec Zubaira. Ce combat fin 2018, c'est une folie médiatiquement, puisqu'ils sont tous les deux impliqués dans la rivalité Rabib-Conor. Ils sont même. C'est monté dans la. Pas Artem, mais l'autre, c'est celui qui est monté dans. Un de ceux qui est monté dans la cage pendant la bagarre générale. Enfin, c'est assez fou d'avoir ce match-up là en 2025. Un peu trop tard. On avait 2 Français prévus. Baben, je crois qu'il y est toujours contre Al-Silawi. Par contre, je crois qu'il n'y a plus Azael. Donc, de toute façon, on vérifiera bien avant jeudi. On vous le dira jeudi, mais non, la carte est sympa. Après, bien sûr que 90% de cette carte est articulée autour du main event, hein, Nurma Paul Hughes, ce qui est complètement fou. Mais ouais, on fait une petite analyse jeudi avec grand plaisir de ça. Ça le mérite clairement. On passe au PFL Europe. Si tu veux, je dis un mot vite fait du MENA, parce que malheureusement, nos chances françaises, elles se sont bien amoindries. À part Yanis Gemouri, qui a fait un très bon combat contre Alderbani, qui a été repêché, où il fait une très belle victoire, où il gagne tous les rounds. Tous nos Français sont sortis. Mokhtar Benkassi qui perd contre Nawas Abza par décision unanime méritée. Pareil, il devait avoir
il y aurait pu avoir dans ce tournoi une finale canadien francophone contre France, puisque Mokhtar était dans la même poule que Xavier Alaoui, qui perd aussi, qui fait pas un super combat. Il y avait Swil Tahiri dans le tournoi des 70 qui s'incline contre Salaheddine Amli. À noter le niveau de lutte maintenant des mecs du Qatar, de Dubaï, de tous ces combattants de l'Orient est en train de monter, mais de façon exceptionnelle et phénoménale. Ils ont une lutte de barjo. Donc, sur ce coup-là, ça ne nous a pas aidé parce qu'on s'est fait un peu out-wrestler par nos adversaires au niveau des Français. Mais c'était intéressant à regarder. Donc, au final, résumé, condensé, il ne reste plus qu'un seul Français qui peut gagner, c'est Yanis, qui sera en finale du tournoi. Voilà. Yanis Ghemmouri qui sera en finale. Je crois que la finale, je me l'étais noté, je sais plus. C'est en décembre aussi. Non, c'est le 28 novembre. Ah oui, c'est Islam Reda qui l'affronte. Ouais, 28 novembre, fin novembre. Donc juste avant décembre. Et c'est cool parce qu'on a des représentants dans les finales des différents tournois régionaux. La MENA, on va en parler pour l'Europe, là, avec ce qui s'est passé à Nantes du côté de Baris Diguzel. Mais c'est cool. Les finales du PFL, elles vont être intéressantes au-delà de la qualité des combats. On l'a dit ces derniers temps, ces tournois, ils sont bien. Mais on va avoir de l'intérêt aussi parce que c'est des combattants qu'on connaît qui seront dans différentes finales de ces tournois. Donc, finale du tournoi MENA, 28 novembre. On passe donc au débrief du PFL Europe. Ouais. Aldric, c'était vendredi soir au Zénith de Nantes. Ça avait perdu le main event tant attendu Kevin Jousset, Abdouragimov. Ça avait perdu le deuxième main event entre Amin Ayoub et Donovan Desmaé. Alex, sans être méchant, on n'a pas critiqué, on a relaté des faits et on voit que le PFL a compris qu'ils étaient passés. On rappelle le PFL Paris qui est annulé. C'est une partie des combattants seulement repêchés en Belgique. Derrière, tu as cet event qui a sauté un petit peu partout à Nantes. Et tu sens que le PFL l'a pris en considération parce que bam, il balance un PFL World à Lyon. Ouais. C'est pas innocent. Ils ont compris que... Qui lui est très lourd. Ouais. Ils ont compris que, on va prendre un peu les expressions canadiennes, ils ont chié dans la colle un peu, tu vois. Donc, arrivé à un moment, il faut produire un peu plus de spectacle et avoir une carte qui est dense, et chose qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent, où on nous promet monts et merveilles, mais ça pareil, on fera un épisode là-dessus, sur le PFL de Lyon. Là, c'est une carte qui avait été amoindrie, mais qui était agréable à regarder quand même, globalement. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, le main event, ça s'était transformé, toujours Amin Ayoub, le local, chez lui. Et Keweni Lopez, il n'est pas venu enfoiler des perles. Hein. Non, qui est solide, le Brésilien, Keweni Lopez, donc a remplacé Donovan Desmaé au pied levé, quelques jours avant. Franchement, main event plutôt cool, Aldric. Alors, victoire par TKO d'Amin, qui a fait le boulot. Keweni Lopez, il est Nova Union, donc Dédé Perneras, et Manchester Top Team. Et on voit que c'est une sacrée équipe, Manchester Top Team. C'est l'équipe d'Ateba Gauthier et de toute cette clique. Bon, Amin a répondu présent, il a fait un sacré combat. Bravo Amin, c'est Amin. Quand je dis le Brésilien est solide, mais Amin, c'est super solide. Vraiment. Keweni, pas mal. Et Amin, c'était ses débuts, on rappelle, au PFL, mais ça donne envie. Voilà, il y a des possibilités de lui offrir des beaux combats au PFL. J'ai bien envie d'en voir plus. Au PFL, mettez-lui des mecs du roster américain, on a envie d'en voir vraiment plus. Ouais, pour le coup, le PFL a quand même des combattants à proposer pour ce genre d'adversaire en lightweight. Et Amin, voilà, qui aurait pu à un moment aller à l'UFC, on connaît l'histoire, qui a refusé pour un événement à Nantes. Je pense qu'il va être bien au PFL. Et tu vois, qu'il va avoir de l'adversité comme il aime et qu'il va pouvoir nous faire des beaux combats à chaque fois qu'il sera sur la carte. Et pourquoi pas l'avoir à Lyon aussi, 13 décembre. Je pense qu'il veut. Lui, il a demandé carrément au micro à combattre la semaine prochaine sur la carte de Hughes. Donc, non, il y sera à Lyon, c'est sûr. C'est un nom que, maintenant que tu l'as dans ton roster, c'est un nom qui doit être à Lyon. Oui. Tu vois. Ça doit être à Lyon, comme d'autres. Mais on va faire un tout petit crochet sur Lyon après avoir débriefé ça. Le co-main event, Boris Mbarga. C'est Boris. Café. T'as vu il a décroché le protège-dents, il l'a envoyé. Le protège-dents qui va dans les tribunes. C'est un animal quand même. 7-0 que des finishes maintenant. On y revient dans ce qu'on avait dit quand on a fait la preview des 93 kilos dans Jab Culture. C'est un monstre. On a juste envie de voir. Là, il a pris un short notice pour sauver la carte. On ne peut pas lui reprocher. Non. C'est juste que maintenant, on a envie d'en voir un tout petit peu plus en termes d'adversité, tellement ce mec est talentueux, bien encadré. Oui, c'est-à-dire que Boris, c'est vraiment au-dessus en termes de niveau que l'adversaire qu'il avait aujourd'hui. Et tu as raison, là, c'est short notice, c'est compliqué. Il a sauvé la carte, là, on peut pas critiquer. Et il a fait du spectacle derrière. Peut-être à Lyon, de le voir avec un middle ou un light heavy ou un poids lourd, parce qu'on sait qu'il combat dans les 3 KT, un peu plus coté. Mais 7-0, que des finishes. Le mec est monstrueux. Il est monstrueux, vraiment. Et aller revoir le finish, parce que vraiment, le protège-dents qui vole, là, tu vois la puissance du mec dans ses coups. C'est très, très impressionnant. Et avant ça, on avait Baris. Faut qu'on en parle quand même de Baris. Monsieur Baris du Baris, je pense que c'est le mec qui passe le moins de temps dans la cage de toute l'équipe. J'ai vu sur les réseaux quelqu'un dire, mais comment tu peux analyser Baris? Parce qu'on n'a pas de data. Non, mais les adversaires, ils n'ont pas de data. On va être
honnête, Julien Lopez est un grand guerrier courageux qui a accepté Baris en 48 heures. Ouais. Parce que, un ami de Baris d'ailleurs. C'est un mec qui est managé par Résilience, donc par mon associé Adrien, et qui est un très bon gars, qui s'est déjà entraîné avec Baris. Et voilà, il y avait. Puisque Pull Out, on rappelle Gustavo Oliveira. Comment on peut se couper Baris 2 jours avant un combat? Faut m'expliquer, Oliveira, comment tu fais. Écoute. Mais voilà, c'était à sens unique. Là, il y a pas. Et voilà, on va pas débattre en disant Baris est très au-dessus de ce niveau. Ce qui laisse d'ailleurs, je parle du combat de Garnett. Parce qu'en même temps, c'est Dean Garnett en finale. Ouais. Et moi, je pensais que c'était Klepowski qui gagnerait, tu vois. Comme quoi, Garnett est arrivé avec un autre game plan de lutte et ça rend ce combat intéressant. Si tant est pour ceux que j'aime pas parler des mauvais souvenirs, mais Garnett avait battu Miguel Haro, qui est un des sparring et un des professeurs, entre guillemets, un peu de Baris à ses débuts. Donc voilà, Baris a à cœur de le venger, mais ça fait un bon combat. Et attention à Garnett qui est capable de lutter, qui a fait un très très beau combat aussi contre Seboski qui était invaincu, qui avait 9-0, qui est très dur à battre debout, un peu sur le profil de Baris, mais moins puissant. Et il a fait un combat très axé sur la lutte et il gagne à la guillotine, sur une guillotine au 3e, mais pour moi, il gagne au point déjà. Ah, mais je pense que la finale va être cool. Après, je te dis, moi, je vois Baris remporter ce tournoi. Baris, le problème, c'est qu'il prend des coups, Garnett. Pareil, hein, tu disais, il vient pas enfiler de perles, Baris. Ah non. Quand il vient t'éteindre. C'est ça. Non, mais ce tournoi des 135 est sympa. Le tournoi des 155 est monstrueux. Ouais. Conor Hughes, j'aime beaucoup. Conor Hughes contre. Pour info, il a battu Gino Vancelis, le frère du champion, 84. Super belle victoire également. Et derrière, il se mange Chizov qui a été moins mis en avant parce qu'il gagne sur une split, mais contre l'Italien Passella qui était pas mal aussi. Honnêtement, je vois Conor Hughes faire un trou dans remporter ce tournoi-là. Dans cette finale. Et on sait que voilà, il y a un gros chèque à la clé. Donc, il y a 100 000 à la clé. Pour un Conor Hughes, pour un Baris, c'est hyper intéressant. Et puis il y a d'autres possibilités derrière. Les tournois mondes, le roster américain du PFL. Voilà, vu qu'ils sont arrivés les deux en cours de tournoi, mais pour Baris, en tout cas, je pense que le mieux qu'il puisse faire après, c'est de refaire le tournoi l'année d'après, le temps qu'il travaille sur son visa, parce qu'il n'a pas encore le visa, Baris. Ouais, mais il y a des choses à faire, bien sûr. Voilà, il y a des belles choses à faire au PFL pour eux. Ce sera donc les 2 combats au PFL Lyon. Ils seront les 2. Dean Garnett contre Baris et Conor Hughes contre Chizov. Ce sera sur la carte du PFL Lyon le 13 décembre. D'autres choses que tu as retenues de ce PFL? Delguera qui prend au pied levé Sofiane Aissaoui et qui fait une masterclass, rien à dire. Mark Ewen, très dangereux. Il prend un Di Franco rugueux. Il le laisse pas voir le jour, très intéressant. Après pour le reste, non, Dara Kelly qui bat Abdoulayev sur un étranglement, mais une carte assez plaisante à regarder. C'était le 28e finish de Delguera en carrière quand même. Ah mais de toute façon le jour où il arrête, il faudra vraiment lui consacrer presque un jubilé, une émission à Vincent, tellement il a de choses à raconter et tellement il a vu ce game évoluer. Oui, lui, il a tout vu, c'est ça. Lui, il faudra vraiment... Sur un Jab Culture, il faudra le faire venir. Vincent, en plus, il est rigolo à écouter, il s'exprime très bien, il connaît très bien ce milieu, donc il faudra l'inviter sur un Jab Culture. On a eu la même idée, parce que j'y ai pensé vraiment, et il est pas loin d'ici, donc quand il veut, et dès qu'on pourra s'organiser ça, on s'organisera ça. Maintenant qu'on a aussi une série vu le nombre de retours qu'on a eu sur le jugement de Ngannou et du nombre de combats que vous nous avez proposés, sachez qu'on lance une série. On va rejuger plein de combats dans l'histoire avec Aldrich. C'est notre nouvelle série. On a 2 séries maintenant dans le Jab Culture, Matchmaker, et on rejuge les combats, on refait le match. Juste une petite phrase de Baris sur Insta, j'ai vu ce week-end. Il dit « Celui d'après Lyon sera peut-être un combat que énormément de personnes attendent. » J'arrivais pas à savoir ce qu'il voulait teaser. Moi, j'en parle pas. Pour moi, c'est combat par combat. Ok. On s'occupe de Garnett qui est un gros morceau. Ouais. En tout cas, voilà, il sera sur Lyon et on en parle, on fait juste un petit crochet sur ça. Cette carte de Lyon, donc ça a été annoncé. Le main event, Vadim Nemkov contre Renan Ferrer. Ça, c'est magnifique, il faudra en parler, c'est magnifique. Avec Fedor qui sera dans le coin de Nemkov, donc on aura Fedor à Lyon, parenthèse quand même. Donc le titre heavyweight du PFL en jeu. T'as vu le nouveau patron exécutif du PFL, il a dit fini les bêtises de tournoi et t'es champion si tu gagnes le tournoi. Maintenant, il y aura des vraies ceintures et les mecs vont les défendre. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des tournois d'ailleurs, mais il y aura une vraie ceinture que les mecs défendront. Donc là, par contre, ça sent pas bon du tout pour la relation Francis-PFL, parce que Francis avait battu Ferreira pour le super champion, mais il est pas dans le combat. Moi, j'aurais bien aimé voir Francis Nemkov, mais c'est pas grave. Francis Nemkov à Lyon, c'était top. Ils le feront pas. Donc il y a si vous revoyez Francis au PFL, c'est qu'il y a un miracle qui s'est passé d'ici là, parce que ça sent pas bon du tout. Il va aller prendre 10 ou 15 millions contre Wilder déjà, puis après il verra ce qu'il fait. Voilà. Et après peut-être pourquoi pas un retour à l'UFC. Écoute. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a plus de chances de le voir à la Maison Blanche qu'au PFL. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, cette annonce de titre vacant et sans Francis, c'est un signe. Tu sais ce qui est en train de se passer. Il compte plus sur lui pour la suite. Et comme un event, quand même, Chris Cyborg, Sarah Collins,
pour le titre featherweight féminin. Chris Cyborg, c'est top 3 des légendes de l'histoire du MMA féminin. C'est magnifique de l'avoir à Lyon. C'est une star du PFL. Donc, tu vois, ils ont mis les petits plats dans les grands. Ils veulent faire un gros truc. Championne dans je sais plus combien d'orgas. Toutes les orgas où elle est passée. Joussé sur la carte et on est parfait sur cette carte. Il y a Doumbé qui a teasé une grosse annonce pour Lyon. Ça peut être Doumbé Jousset. Ah, mais on nous le propose, on dit oui tout de suite. Ok, voilà. Au moins c'est annoncé. Baki a aussi fait comprendre sur les réseaux qu'il y serait sûrement après sa défense d'Arès du 18 octobre. Pareil, on en a parlé la semaine dernière, ça peut être Baki Jousset. Abdirora a teasé un combat contre un ancien Patrick, ça m'embêterait un peu plus, mais après c'est le boulot. Ouais. Ça pourrait être Patrick contre Kevin. Moi, mes amitiés avec Patrick et avec le coach de Patrick ne peuvent pas pénaliser Kevin Jousset. Donc on mettra des œillères sur ses amitiés et s'il faut faire le combat, on fera le combat. En tout cas, c'est 3 noms possibles pour Kevin. Ouais. Je sens que cette carte, elle va être cool, Aldric. Si vous pouvez, je vous parle à vous en face, le coin de Patrick, si vous pouvez ne pas prendre ce combat, c'est bien parce que moi, par rapport à Kevin, je serais obligé de le prendre. Mais si on pouvait éviter de le faire, ce serait bien. Voilà, j'ai dit le message. Médiatiquement et peut-être même financièrement, je pense que celui qui est le plus cool pour Kevin, c'est Doumbé. Ouais. C'est Cédric. Mais n'importe quoi, il faut que Kevin doit être sur cette carte à Lyon, doit montrer à la France qu'il est capable de faire, et quel que soit l'adversaire, on prendra. Même si j'aime beaucoup Baki aussi. Là, c'est du boulot. Et puis là, mon travail, c'est de pousser la carrière d'un athlète avec qui je travaille. Donc là, c'est différent. Et tu vois, même si tu as du Nemkov, même si tu as de Chris Cyborg sur la carte, il faut des Français aussi, c'est évident. Si tu as tous ces Français-là, c'est très cool parce que c'est ça qui va faire vendre aussi cet événement. Évidemment. Et si tu as Doumbé, c'est la cerise sur le gâteau. Doumbé, on sait ce que tu vois, on apprécie ou pas, mais le retentissement médiatique qu'il a, et s'il affronte un mec comme Kevin, ça fait beaucoup plus de bruit même que Kevin Abdul, en fait. Évidemment. C'est un truc, tu vois, c'est un truc énorme dont beaucoup parleront. En plus, ancien de l'UFC. Mais c'est une dinguerie. Ancien de l'UFC contre Doumbé. Enfin, tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas encore de news, mais vous serez les premiers au courant, c'est promis. Ok, donc on attend fort cette carte du 13 décembre à Lyon, c'est sûr. Et on finit juste un petit mot sur le Hexagone MMA 35, c'était au Zénith de Toulouse. Mathieu Chaumont, moi j'ai trouvé très impressionnant. Il fait beaucoup de progrès contre Bourama Kamara, c'était pas facile. Super, lui, il va encore chercher un finish. En plus, call out, là on a un combat, on tient un combat. Wally Tandia. Moi j'ai envie de voir ce combat. Apparemment, très intéressant. Début janvier à Paris. Ouais. Très intéressant. Chaumont fort. Et Chaumont fort. Moi j'allais te dire très intéressant ce combat si ça se fait pour la ceinture Hexagone. En janvier, comme ils l'ont teasé. Faites-moi Owen Jason avec Théo Ulrich aussi derrière et je suis content. Mais Tandia, c'est pas gagné. Hein. Contre Mathieu Chaumont. Ouais, vraiment, moi tu dis Chaumont Tandia et Jason Ulrich, je regarde ça avec grande attention. Et je trouve ça cool quand même, Mathieu Chaumont. Tu voyais sur les réseaux après cet événement que les mecs commencent à le découvrir. C'est bien. Alors qu'il était déjà champion. Il n'y avait que les spécialistes qui le connaissaient, tu vois. Maintenant, il commence à avoir une vraie audience et un vrai public qui mérite parce qu'il fait des beaux combats. Ouais, on se rappelle aussi la soumission contre Nobu juste avant, enfin le combat d'avant. En plus, il a combattu 2 fois en même pas 2 mois. Costaud, et ça progresse. Ouais. Et il est courageux, donc vraiment, c'est bien qu'il soit propulsé un peu vers l'avant. Et cette lumière qui lui manquait, quand t'as Wally Tandia face à toi, tu vas l'avoir. Ouais, il va lui donner, c'est ça qui est bien. Wally, c'est très bien. Wally, il parle, il sait faire le show. Il va vendre tout seul le combat. Il sait attirer les caméras, exactement, il va vendre tout seul. Mathieu, on a vu au micro, il est capable de lui répondre. Il a, tu vois. C'était intéressant ce face-off parce qu'il n'avait pas trop. C'était pas vulgaire, tu vois, c'est très bien. Et si tu le bookes assez vite, t'as 3 mois jusqu'à janvier là. T'as le temps de faire monter la sauce. Wally a le temps de faire des choses sur les réseaux sociaux. Mathieu Chaumont de lui répondre. Peut-être qu'il est plus d'interviews. Peut-être qu'on aura sur Grand Mental aussi. Ah, moi, Mathieu Chaumont, je vais l'avoir. Ouais. J'ai envie de l'avoir parce qu'on a déjà eu Wally et j'ai envie de qu'il me raconte tout ça. Il faudra avoir Wally pour reparler du combat aussi. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est quelqu'un que c'est cool de l'avoir et je veux lui donner un peu de lumière à Mathieu. Donc très vite, on essaiera de vous l'avoir dans Grand Mental. Yes. Clairement. T'as parlé de la victoire d'Owen Jason. Owen Jason. T'as raison. Déjà, on l'a dit la semaine dernière, mais donnez-nous Théo Ulrich contre Owen Jason, c'est évident. Peut-être que ça se fera dans le tournoi l'an prochain, puisqu'ils ont un tournoi à cette catégorie de poids, Hexagone. Mais moi, je vais y aller. Owen Jason, alors il finit pas, mais le striking, les genoux, il m'en a parlé, moi, quand il est venu dans Grand Talk. Il est impressionnant. Non, pareil, ça progresse. Les genoux. Je trouve que là, il est en train de sortir un jeu, genou, coude. Ouais. C'était bien. Moi, sur cet événement, Mathieu Chaumont, Owen Jason, David Spira, même s'il finit pas, et Bafodé, par contre, parce que Bafodé, il avait, attention, le Moussa Ndiaye, il s'entraîne à Marseille, c'est solide quand même. Bafodé fait peur. Bafodé, encore 3-0. Les coups de Bafodé, les coups de coude et le grand endpoint de Bafodé. Ça finit. Et tu vois, il est en train de construire sa carrière, c'est normal, c'est les premiers combats où tu t'emmagasines de l'expérience, mais très vite, Bafodé Gassama, on va devoir lever le niveau d'opposition parce c'est une bête. Ouais. C'est une bête absolue. Et Prigent aussi, qui continue son petit bonhomme de chemin, 3-0. Qui passe lui aussi et en plus, c'était pas mauvais ce qu'il avait par contre en face. Là. Gabriel Junior, c'était pas mal. On a vu des très belles séquences de sol. Non, très bien. Là,
l'Hexagone continue à faire grossir ses pépites. Maintenant, Ouais, les gars, c'est je vous le bien, dis c'est droit bien. devant la caméra, il va falloir un petit peu les croiser, les pépites. Hein. En janvier, c'est bien déjà, il y a Ouais, la moitié Wally du chemin Chaumont, qui a c'est été bien. fait. Wally Chaumont, maintenant, il faut croiser d'autres pépites et on sera vraiment sur une très belle copie. Parce que là, tu sais, un Jason Ulrich, c'est un main event. Hein. Ça mérite un main event. Avec et plus je vois Owen Jason, c'est un combat très serré pour moi. Mais j'ai commence à avoir tendance à mettre Owen Jason devant Théo Ulrich, moi. Je sais pas, moi je le trouve fort aussi, Ulrich. Théo est super fort. On parle de deux mecs de bon niveau. C'est le match-up qui fait le combat. Il y a 2 strikers. Ulrich, il est solide hein, quand même. Hein. Donc, faut voir. Jason, moi, j'ai pas vu aussi encore assez d'adversité pour voir. Faut voir comment il prend les coups. Ulrich, je sais qu'il les prend maintenant. J'ai vu le combat, donc je peux pas encore m'exprimer, mais c'est un combat que j'ai envie de voir. 2 petits trucs dans juste les news du week-end pour faire un petit clin d'œil. Alvi Dassouyev, qui était le champion à l'AEC. LFA. Voilà, et qui a commencé au LFA avec un beau KO au 3e round. Fallait en parler parce qu'en plus, gros palmarès amateur, il a battu Zebo et Patrick, je crois. Hein. Et puis derrière, là, il vient de combattre dans une orga, on sait qu'il est c'est une passerelle vers l'UFC. Voilà, une passerelle directe et la plus grosse passerelle de l'UFC. Donc, très intelligent d'aller là-bas. Ouais. Le Belge, il a un vrai talent, des vraies capacités et le marchepied peut se faire très vite s'il impressionne au LFA. Donc, à noter. Moi, dernier point sur lequel je voulais t'interroger, Aldric, avant de te libérer pour que tu ailles t'envoler vers Montréal et le Canada et Vancouver. On rappelle, 18 octobre, Manon Fiorot contre Jasmine Jaduzavicius comme main event de cet événement au Canada. Samedi, il y a aussi Saladin Parnasse en boxe contre Franck Petitjean. J'espère qu'il va nous régaler plus que Vanderlei. Hein. Oui, oh que oui. J'ai jeté mon dernier t-shirt Vanderlei Silva après cette scène que j'ai vue. Écoute, pour ceux qui ont envie d'aller voir sur YouTube, vous irez voir sur YouTube. Et je vous invite tous à aller écouter sur Spotify et les plateformes de podcast notre épisode avec les copains d'Octogone sur Vanderlei Silva. Pour finir pour finir l'émission, c'est bien de parler de Saladin, mais j'ai quand même envie de dire un petit mot. En fait, je peux pas en vouloir à certains chroniqueurs et podcasteurs qui disent Saladin, on ne sait pas son niveau en boxe, on ne sait pas son niveau en MMA au top 15, parce qu'il y a vraiment une réelle différence quand tu as Saladin sur ton tapis et que tu vois cet athlète s'exprimer et que quand tu ne le connais pas. Parce que tu te dis, ouais, mais au KSW, il n'y a pas la même adversité. Moi, j'ai eu la chance, grâce à Stéphane qui m'a fait confiance sur une semaine, de le voir. Et oui, Saladin Parnasse, il est largement top 10 UFC. Et oui, Saladin Parnasse est un danger en boxe anglaise absolu de par le rythme, ses déplacements, sa responsabilité défensive. Donc là, on le voit contre un athlète qui est rompu à l'anglaise, qui est titré. Et pareil, je vais regarder ce combat avec attention parce que c'est vraiment une bête d'athlète Parnasse et que tu as envie de le voir au plus haut niveau partout. Ouais. Et Franck Petitjean, champion de France, champion d'Europe. Alors, il a arrêté sa carrière l'an dernier, mais il a une salle. C'est un vrai boxeur. La Gloves Academy, je crois, donc il reste en forme. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas un mec qui sort du placard alors qu'il a un gros bide. Pour moi, c'est meilleur que Vitou. À l'heure où on parle, je pense que c'est à ce moment-là. À l'heure où on parle, je pense que c'est un plus gros challenge aussi, et je suis très intéressé de voir ce combat. On va regarder avec attention. Des petits rappels aussi importants, parce que moi, j'ai eu les deux dans Gordon Talk aussi, et ça là, je le cache jamais, on se connaît un peu, on a souvent discuté, parce que je l'entends la critique là de. Il va chercher que l'argent. Avec Stéphane, ils vont prendre que l'argent à la boxe. C'est un rêve qu'il a depuis très longtemps, Saladin Parnasse. Je suis pas sûr que si tu prends Saladin Parnasse vraiment les yeux dans les yeux et que tu lui demandes si tu avais eu le choix entre faire une vraie grosse carrière en anglaise et en MMA, je suis pas sûr qu'il choisisse le MMA. Non, mais je trouve ça bien, moi. Il est passionné par l'anglaise. Il en avait envie depuis le départ. Le KSW lui offre cette possibilité. Ce que tu peux pas avoir ailleurs. Hein. Francis, il a dû s'en aller pour aller prendre Fury et Joshua parce que l'UFC voulait pas le libérer sur ce genre de truc. Conor, le seul qui a forcé, c'est Conor, parce que c'était Conor et que tu pouvais pas faire autrement, en effet, sinon il allait de toute façon partir en vrille vu sa puissance de star à l'époque. Mais c'est cool pour lui. Vraiment, il adore ça. C'est un passionné de boxe. C'est un rêve à lui. Ça va permettre de le situer. Ouais. Vous allez voir le niveau du garçon. En anglais, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ouais. Et les mecs avec qui se parlent, des David Papo, des machins, je peux te dire que chaque fois qu'ils en parlent, son niveau en anglais, vous allez le voir. Je l'ai eu sur le tapis, c'est très fort. Vous allez le voir samedi à Paris. Et l'autre réflexion que je fais, c'est ce que tu dis. Bien sûr qu'on peut pas le voir tester face au mec de l'UFC pour l'instant. On n'a pas cette réponse. Et plusieurs fois, ces derniers temps, on nous a prouvé, on citait Pachimix tout à l'heure, d'autres, que tu arrives à l'UFC, c'est pas le même niveau. Il y a des mecs qui se prennent le mur dans la tête. Mais il y a un truc quand même. Toi, tu viens de me le dire. La moitié des mecs du MMA français à qui tu parles, qui ont tourné avec ce mec-là, tu leur demandes c'est qui le plus impressionnant avec qui ils aient jamais tourné. Même des mecs qui ont tourné avec les gens qu'on a à l'UFC aujourd'hui. Ils te répondent ça là. Non, mais évidemment, il est pétri de talent, Saladin Parnasse. Faut arrêter. Tu vois, mais il pour en prendre conscience, il faut l'avoir sur son tapis. Ouais.
Oui, c'est pour ça que tu ne peux même pas en vouloir à certains mecs qui font des podcasts, ils l'ont pas vu. Donc si tu regardes de la data, il y a plus d'incertitude. Quand tu l'as sur ton tapis, c'est différent. Oui, bien sûr. Tu as conscience des choses et c'est pour ça qu'on a tous hâte. Et chaque nouvelle fois, c'est son choix de carrière. Il décide de ce qu'il en fait. C'est du price fighting. Tu prends pas voilà, quand tu prends des coups, ça peut s'arrêter vite, une carrière. Donc ils décident de ce qu'ils veulent faire, eux, le choix. Mais bien sûr qu'on a tous envie de le voir parce qu'on sait qu'il a le niveau, en fait, quand tu l'as vu évoluer comme ça à l'entraînement. Il y a quand même, ce week-end, il y avait aussi le Rising. Et Roberto Satoshi, qui est le champion lightweight du Rising, qui a encore défendu sa ceinture contre Yoshinori Ori en moins de 2 minutes. Ses 5 dernières victoires, c'est des soumissions ou des TKO au premier round. De suite, il est fort, mais il n'a pas d'adversité. Non, je le trouve très fort. Hein. Non, mais le Brésilien japonais. Non, mais tu vois pas où je veux en venir. Si. Il y a un passerelle entre le KSW. Il y a un partenariat KSW Rising. C'est ça que je veux. Moi, j'aimerais voir aussi. Pour Saladin, c'est ça. Il est très fort, mais il a aucune adversité. Non, complètement. Mais envoie-moi Saladin à Tokyo pour affronter Satoshi. Ou non, qui vienne en Pologne. Mais moi, tu connais mon amour aussi pour les cartes au Japon. Parce que tu veux qu'on aille à Tokyo. Voilà. J'adorerais que Salah aille prendre Satoshi là-bas. Ça serait génial. Loin à Tokyo. Pour un événement Rising. Si tu signes ce combat, nous irons couvrir l'événement à Tokyo. De toute façon, tu sais que l'an prochain. 10 ans que je suis pas allé. L'an prochain, je te préviens qu'il y a une semaine de Jab Life où je serai à Tokyo. Quand il y a Inoue Nakatani, il n'y a aucun monde où je ne suis pas à Tokyo pour voir ce combat. Je pense que je vais venir avec toi. Tu es le bienvenu. Je crois que j'ai Bruno Suras qui veut venir aussi pour s'entraîner peut-être dans les salles là-bas. Organisons un grand raout Jab Life du côté de Tokyo au printemps prochain. Merci beaucoup, Aldric Cassata. Je te libère. Il y a un avion qui t'attend, plein de force. À Manon, bien sûr, pour son combat. On se reparle jeudi pour la deuxième partie d'Aldric NRB où on fera plus détailler la carte de l'UFC 320. Et puis, de toute façon, tu essaies de nous mettre Manon dans l'écran avant le combat. On va gérer ça. Pour qu'on discute un peu on va gérer tout ça. De sa préparation au Canada. Et on essaiera d'avoir d'autres surprises aussi au Canada avec des gens avec qui sera Aldric là-bas. Force à toi, force à l'équipe pour ce combat-là. Et tu nous manqueras dans les studios Recordia, mais on se revoit vite. Voilà, avec une belle victoire. Et puis on se rapproche de nos premières émissions en public. Donc ça fera plaisir. On vous en dit plus d'ici là. Au moment où Aldric reviendra, vous saurez déjà la date et vous saurez quand est-ce qu'on en débutera ça. Merci Aldric, à très vite. Ciao à tous et à bientôt sur Jab Life.